podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 26 novembre 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Avec aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, peu importe quand vous écoutez le podcast, un rétro review de quoi? Survivor Series 2001! Hein? Ouais. De quoi 2001? Survivor Series 2002! Bon, un petit peu mieux. On l'a déjà fait, c'est vers 2001. On va en faire une autre fois, si tu veux, une autre fois, même année. Ouais. Mais moi, je l'ai fait 3 fois, là, c'est correct. Toi, tu t'acharnes souvent sur le même show, toi, hein? Ouais. Puis je préfère beaucoup mieux le 2002. J'espère. Oui. Évidemment, ben aujourd'hui, les rôles sont inversés pour ce podcast, ma foi, rétro. Mm-hmm. Avec, c'est toi qui le fais, celle-là, hein? Ah ouais, écoute, pour vrai, j'aime beaucoup faire le podcast, là. Honnêtement, c'est une des affaires les plus cool que j'ai faites dans ma vie, là, parce que j'aime la lutte. Puis j'aime les podcasts, mais asti que j'ai eu zéro plaisir à faire un retro review. J'aime pas ça. C'est pas mon dada. Pas ça que j'aime faire, moi. Moi, j'aime ça. J'aime ça le regarder. Puis des fois, c'est quand tu arrives à l'écrit que ça peut être un peu long, là. Ouais, puis moi, j'aime pas bien ça, faire du play-by-play. Je suis Pourquoi plus tu un fais gars de même pour dire ça, comme ça? Je suis plus un gars de commentaires. Moi, je punch. J'ai un gars qui je réaction. Action-réaction. Toi, t'es le. Moi, je suis l'analyste, toi, t'es le cover commentator. Ça. Ouais, c'est ça. Moi, une niaiserie de temps en temps, ça me va bien. C'est vrai que ça te va bien des niaiseries de temps en temps. Mais bon, Noé, avant de commencer avec ton rétro review de Survivor Series 2002, on est disponible en vidéo sur YouTube, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et évidemment, sur les sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Fait que manquez-nous pas là-dessus. Puis, pendant Survivor Series, on est quasiment dans le meat and potatoes du tournoi qu'on fait. Ouais. La meilleure équipe Survivor Series de l'histoire. Fait qu'allez voter pour ça sur les réseaux sociaux. On est presque rendu à demi-finale la semaine prochaine. Fait que on lâche pas, on vote en grand nombre, puis on a du plaisir. Oui, ça achève, mais un bon tournoi, des fois serré, des fois Ouais. un peu moins, des fois un peu moins. Oui, mais en même temps, c'est correct. Là. C'est pas tous les matchs qui vont être 24-23 non plus. Là. Je te dirais que Facebook et Instagram, c'est souvent le contraire. Hein. Instagram sont plus d'un bord, puis Facebook sont beaucoup plus de l'autre bord. Ouais. Je fais référence un peu à la Nation of Domination, là, que moi j'aurais choisi personnellement. Mais Instagram était plus ce bord-là, mais Facebook était complètement l'opposé de ça. Donc. Puis surtout à Facebook, là, je pense que sur 25 votes sur Facebook, il y en avait un pour la nation. C'est ça, exact. Donne une idée. Mais bon, anyway, c'est pas grave. Pour plus de détails, allez voir ça sur la page Facebook, Instagram et Twitter. Tu veux-tu sur TikTok aussi, ces votes-là, ou juste Instagram et Twitter? Non, TikTok, c'est trop compliqué pour l'instant. Okay. Mais c'est plus, je te dirais que c'est plus Instagram puis Facebook qui participent. Là. Twitter, c'est parce qu'on a recommencé un compte. Fait que là, faut comme remonter un peu la pente. Fait que c'est plus difficile. Là. Mais c'est ça. Ben, sinon, avant qu'on passe au rétro review, ben, je veux juste le mentionner parce que je l'ai écrit maintenant quand je sors les épisodes. On est rendu à l'épisode 181 aujourd'hui. Tabarnouche. Puis parlant de ça, on avait pas de nouvelles, là, mais cette semaine, on a eu dans nos comptes personnels Facebook une notification qui disait jour pour jour. Pas mis, ça. Non, je ne l'ai pas mis, je sais. Jour pour jour, c'est quoi? C'était le 23 novembre, je pense? À peu près, oui, c'est ça. 23-24 novembre 2019, notre pilote pour ce beau podcast-là.
qu'on pensait pas que ça pourrait être de même. On est bien content du. Ben non, mais tu sais. Ça a évolué beaucoup, là. Ben oui. On est rendu bon à cette heure comparé au début. Là. Surtout moi. Ben, en disant que pas du début, je veux dire, j'étais pas bon au début. Mais t'es timide, toi. Pas de temps, là. T'es un gars timide. Ben, c'est parce que j'aime ça être tranquille, j'aime ça être tout seul. Bon, ben t'es pas tout seul, tu sais, qu'en arrière. En arrière de moi, personnellement, ou en arrière En arrière de toi? Ben, il y a Alexa Bliss, il y a Bret Hart, Sonny. Ah ouais, je suis bien entouré. Ouais, il y en a 2 là-dedans qui ont déjà couché ensemble. Ben non, malheureusement, c'est pas Alexa Bliss et Sonny. Puis évidemment, je vais faire le rétro review, mais avant ça, on ne pouvait pas se passer de l'excellent segment dans la vraie vie. Fait que TJ, je ne veux pas dire qu'il a insisté, mais il a insisté pour le faire. Ben, je ne voulais pas te donner toute la job non plus. Là. Ouais, déjà que vous allez voir que ça ne sera pas aussi bon que TJ, je vous le dis tout de suite. Puis en passant, on répète tout le temps les réseaux sociaux, là, vous le savez, on est où, puis vous le savez que j'aime Tatanka, puis j'aime pas Lex Luger. Je voulais juste le mentionner. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de goût. Félicitations, merci beaucoup. Fait que, ouais, dans la vraie vie, où je vais le répéter pour ceux qui ne savent peut-être pas, là. Écoute bien, toi, comme ça. J'écoute. Dans la vraie vie, là, c'est un segment où on regarde ce qui se passait dans le monde, dans la vraie vie, dans le fond, dans d'autres sphères de divertissement. Le sport, les jeux vidéo, la musique, les films. Et je voudrais préciser que ce n'est pas pendant le mois au complet. C'est la journée même du pay-per-view ou alentour. Des fois, c'est pas facile. Des fois, il n'y a rien qui se passe au monde du sport en même journée, fait que je check un peu plus tard, là. Mais c'est dans après le même temps, pas le mot complet, là, parce que sinon, c'est un peu trop gros. Fait que je le répète pour ceux qui ne savent peut-être pas. T'as-tu visé? Ben, moi, je t'aurais dû faire l'anneau complet. Alfredo était d'accord avec moi. Ouais, ben, 2 vieux chialeux, hein? C'est ça qui arrive. Ouais. M'étonne que Dave n'ait pas dit oui, lui, avec. On lui a pas demandé non plus. Ça doit être ça, hein? Chanson numéro 1, en Amérique du Nord, sur les palmarès. Ah! Peux-tu essayer? Ben, oui, c'est le but du jeu, d'habitude. Ah oui, c'est vrai. Moi, y aller avec 2002, hein, c'est ça? Exact. OK, fait que Ricky Martin, son pic est passé. C'est pas Shania Twain, ça, je le dis souvent. 2002, Tiens, la SketchUp. non, merci, j'ai bien la moutarde. Non. Et la bonne réponse est Lose Yourself de Eminem. Ah, ben oui. Veux-tu que je le rappe? Non, merci. OK, parfait. Chanson numéro 1 au Québec. 2002? Ben oui, novembre 2002, comme le début du segment. Marimé. Non, c'est une tune des Respectables ou les Respectables, du monsieur en français. On fait ce qu'on aime. Ah, je pensais que c'était l'argent fait le bonheur. Non, c'est pas Seven Up Man non plus. OK. C'est l'argent non, c'est On fait ce qu'on aime. Tant mieux pour eux autres. Oui. Et le film numéro 1 au box-office. Ça, j'aime ça, c'est de le deviner, je ne l'ai jamais. Là, mais... Bon, ouais, 2002. C'est tough, là. 2000. C'est top, celle-là? Non, mais c'est top. J'ai trouvé des réponses de ça quand tu sais. Peux-tu me dire une catégorie en tant que telle? Mettons, je peux te donner un indice. Vas-y. Parce que, tu sais, ça veut pas dire grand-chose tout le temps, mais c'est une série de films. Les Hobbits? T'es pas loin? Ah, c'est Seigneur des Anneaux. Non. Harry Potter? Oui, et La Chambre des Secrets. Yes! Le 3, ça, c'est bon, c'est le meilleur. Oui. Ben oui. Je connais pas ça. Je vais te croire, je l'ai jamais vu. C'est pas mon genre de film, mais pas de ma lignée. Hey, continue avec ça. Pendant ce temps-là, je suis pas loin. Je peux juste plugger l'ordi. Merci. Parfait. Et sinon, les jeux vidéo pas les jeux, le jeu vidéo sorti alentour du pay-per-view en novembre 2002. Et c'est Marvel contre Capcom 2 pour la PS2 et le Xbox. On va en profiter pour faire ce segment-là pendant qu'il n'est pas. Se dire ça pendant qu'il est à l'autre bout. Là. Dans le monde du sport, les Alouettes de Montréal gagnent la Coupe Grey contre les Eskimos d'Edmonton par la marque de 25-16. Et le MVP était Anthony Calvillo, évidemment. Oui, Calvillo était le MVP de la Coupe Grey. Et le show de la mi-temps était fait par une demoiselle. C'était qui? Te rappelles-tu? Ça, c'était quoi, ta Ligue canadienne, c'est ça? Oui, CFL, oui. 2002? Oui. Shania Twain.
Exactement! Félicitations! Yes! Je savais qu'un jour, je l'aurais eu. C'est pour ça que j'ai dit. Mais là, calme-toi, là. Je voulais pas. J'ai juste marqué l'affaire du sport, mais j'ai vu ça, je vais dire, faut que je le mette, j'ai pas le choix. Non, t'as pas le choix. Ouais. Et sur le WWE Magazine. Hein, quoi? J'ai manqué le jeu vidéo, c'était quoi? C'était Marvel contre Capcom 2. Ah, la merde, ça. Voilà. Des fois, c'est ça. Ouais. Chacun ses goûts. Leur corps, leur choix. Ouais. Et pour le WWE Magazine du mois de novembre, il y avait qui dessus? Kane? Oui, ben OK. Oui, ça aide quand je donne la réponse, hein? Mais oui, Kane, avec aussi des articles sur Eric Bischoff et Christopher Nowinski, entre autres. Oui, Bischoff, il y a un agenda qui disent, hein? Oui, d'autres ça, évidemment, on avait un agenda. Exact. Et parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait deux magazines. Il y avait le WWE Magazine et il y avait le Raw Magazine aussi. Et sur le Raw Magazine, c'est M. Rob Van Dam avec en bonus un petit poster d'Ivory. Correct. Et Angle contre Lesnar, Can the Fantasy Become Reality? Évidemment, ça l'est devenu. Puis aussi un article sur Rosie et Jamal. Tu sais que j'ai un de mes amis qui s'appelle Jamal pour vrai? Ah, cool. OK. Puis? Ben, il est fin, hein? Parfait, ça. Oui, fait que voilà, dans la vraie vie pour Tour Survivor Series 2002, c'est fait. Bon, mais parfait. J'espère que vous avez apprécié le show. Non. Tu restes là, puis tu bouges pas, puis tu pisses là-dedans. Parfait. Fait que le premier match va être pour le European Title Christian contre Al Snow. Ah non, ça c'était en 2001. Ok, excuse. Ouais. T'as une minute. Allez le voir, allez le voir, on l'a déjà fait. Ouais. Ça va pas mal moins bon. Non, c'est pas vrai. Évidemment, on va commencer ça, le Retro Review avec Survivor Series 2002. Avec le premier Elimination Chamber de l'histoire, mon cher TJ. Une structure qui a été faite pour punir l'homme. Donc, en direct de New York City, JR et le King nous accueillent pour parler justement de du nouveau match et de la nouvelle structure créée de toutes pièces par l'homme sans cœur, Eric Bischoff. Juste des ratings, Eric Bischoff. C'était le meilleur. Eric Bischoff, là, depuis qu'il est parti, je trouve qu'il manque de quoi à la lutte. Ben, à l'époque, là, la bataille de GM entre lui et Stéphanie, c'était bon. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, dans les previews des matchs de Survivor Series 2002, là, elle apparaît là, dans le match tag team, Stéphanie, avec les ceintures. Là. Oui. Puis, ouais, it's all about the game. Jolie, hein? Ah, es-tu belle, hein? Pour vrai. Elle est vraiment belle, pour vrai. Elle est vraiment belle. Triple H est chanceux et Stéphanie est chanceuse. On va dire ça comme ça. Ben, tout dit ça comme ça. Moi, je sais qu'il y a une fille qui est chanceuse. J'étais à un nez de l'avoir. Pas le sien, j'espère, parce que c'est un méchant nez. Donc, l'action commence immédiatement, mon cher TJ, avec un combat Six-Man Tag Tables Elimination Match. Et là, faites pas le saut parce qu'il va y avoir Bubba Ray Dudley, Spike Dudley et Jeff Hardy qui vont teamer ensemble. Et oui, Jeff et Bubba Ray sont plus habitués de se battre contre. L'année d'avant, ils se battaient dans un cage match, les Hardys contre les Dudleys. Pourquoi je le sais si bien? Parce que j'ai voulu faire le show 2002, puis je me suis trompé, j'ai fait le 2001. Fait que j'ai fait les deux en une semaine. Parfait. Puis ils vont se battre contre une excellente équipe de poids lourds en 3-minute warning. Jamal et Rosie, ça en a parlé dans ton intro du magazine. Oui. Et évidemment, leur partner va être Rico, l'homme excentrique avec à la coupe de cheveux, ma foi, impeccable. Oui, une belle coupe de cheveux, M. Rico Constantino. Il y a beaucoup de favoris, mais c'était pas le mien. Favoris. Ouais, j'ai compris. Pas mis de VS, hein? Hey, c'est vrai, j'ai pas mis de VS. Ben, je peux même te l'envoyer, tu ne mets pas. Match numéro 1! Voilà, et voilà. J'ai déjà dit les participants, donc ça va être ça. Oui. L'action commence rapidement, mon cher TJ. Les méchants à l'extérieur, ça s'en va, ça revole de partout. Bobbery attrape Spike au bout de ses bras et le projette sur les gros Jamal et Rosie. Plus de 700 livres à deux, donc une belle piscine. Fait qu'il envoie ça dessus, se met à quatre pattes et Jeff Hardy va de son saut suicidaire à l'extérieur du ring sur sur tout le monde en fait, parce que tout le monde était là, Jamal, Rosie, Spike et Rico.
Donc, Jeff Hardy qui n'a pas peur du risque. Un beau poetry in motion. C'est vrai. Comment on pourrait dire ça en français? La poétrie en motion. Oui, c'est ça. Ou en mouvement. Un poète en motion, oui, c'est ça? Non, de la poésie. Ah, de la poésie, t'as raison. Ouais. Donc, on va appeler ça poésie de motion en place. C'est mieux. Parfait, on va faire ça. Et Bubba Ray Dudley, qui évidemment n'a pas son partenaire Devon avec lui parce que Bubba est à Raw et Devon est à SmackDown. Donc, le révérend Devon. Le révérend Devon, quelque chose qui a très très bien marché. Not. Bah, c'est très ça pareil. Ouais. Ben, ça nous a donné Batista, hein? Il y a quoi? Ça nous a donné Batista. Ouais. Deacon Batista à l'époque. Oui, avec la petite caisse. Ah, c'était malade. Puis c'était pas raciste du tout, là, prendre un homme de race noire pour faire un prêtre. On n'avait jamais vu ça avant. Mais tu sais pourquoi qu'il a fait ça comme histoire, hein? Non, vas-y donc. Parce que son père, c'était vrai. Son père, à Devon, c'est un révérend pour vrai. Mais c'est ça, je disais, tu sais, c'est. Ouais, mais c'était comme pour rendre hommage à son père plus que d'autres choses. Là. C'est lui qui a décidé ça? Oui, c'était son idée à lui. Ouais, parce que Vince, dans le fond, lui voulait que ça soit un chauffeur de taxi, j'imagine. Je sais pas. Ou bien un joueur de football, je sais pas. Non, mais tu sais, Vince, il va pas chercher loin ses idées des fois, malgré qu'il y en a eu des bonnes. Évidemment, c'est ce que je disais, c'est que Devon n'est pas là. Donc, Bubba Ray, ben, ça lui prend quelqu'un pour faire le What's up? Fait qu'il utilise Jeff Hardy qui, à la place d'aller descendre de la boule, descendre de la tête, il va avec son neck drop en split dans la noix de coco de Rico. Tu faisais souvent en moveset normal. Oui, mais avec Matt, il le faisait avec une double leg drop, je pense, hein, oui. je ne me trompe pas. Oui, ben, le leg drop et ça, mais là, quand un opposant après ça, il fait juste le faire tomber. Il prenait ses deux jambes, fait la leg drop entre les deux. Ben, la noix de coco. Exact. Et la foule immédiatement scanne on veut des tables, on veut des tables. Fait que on les écoute, on sort les tables et on propulse les tables dans le coin, là, comme dans tous les jeux vidéo quand tu mets ta table dans le coin. Ouais, tu projettes le gars dedans, puis ça fait ouh, ouh. Puis là, il tombe, puis il fait comme un springboard. Donc, c'est pas pire, ça. Spike met Jeff dans le coin et se propulse sur lui. Non, c'est sur Spike, excuse. C'est Jamal qui pitch Spike sur la table. Puis il arrive dedans, puis il casse la table, dans le fond. Spike se tasse. Puis ça compte pas pour une élimination. Il faut vraiment que ça soit l'adversaire. Un mouvement offensif, là. Oui, c'est ça. C'est exact. Un mouvement offensif. Donc, puis en plus, c'est pas Jamal, parce que c'était Rosie qui a comme pas réagi. Là. Il a cassé la table, puis il est comme resté strong dans le milieu. Puis après ça, ils ont commencé à l'attaquer. Là. Fait que ça montrait la puissance. Puis 3-minute warning était quand même très bien poussé à l'époque. Là. Évidemment, on sait que ça fait partie un peu de la bloodline aussi. Je pense que c'est juste. C'est-tu les deux ou c'est juste Jamal? Ben, Jamal, je pense qu'il est dans la famille. Les deux sont dans la famille. Il en parlait souvent à Roman et les Usos comme quoi que c'était un de leurs oncles ou Maga. Là. Ah ouais? Puis Rosie, évidemment, mais c'est le frère de Roman. Ouais, c'est vrai. Ben, les deux sont morts, hein, je pense. Oui. Ouais, wow. C'est fou pareil, là. Ouais, Rosie est mort aussi. Ouais, c'est fou pareil, là. Ouais. 2002, mais bon, ça fait partie de la vie de. Ça fait partie de la vie. 20 ans déjà. C'est fou, hein? Ouais, c'est malade. 2002, je m'en souviens comme si c'était. Non, je m'en souviens 2002. pas tant que ça, finalement. Je m'en souviens comme si c'était 2002. Et après ça, Jamal, Rosie, et avec l'aide de Rico, qui est un peu inoffensif, il fait juste pogner les bras de Spike. Ben, il pogne les bras de Spike, il fait juste donner un élan. Ils vont faire une catapulte à Spike en envers. Donc, à la place d'un genre de powerbomb, c'est poup, sur la table. Puis, évidemment, le poids de Spike avec la puissance des deux, il revole en maudit. Et le premier éliminé du match, Spike Dudley. Ils ont fait comme Spirit Squad? Ben, ils l'ont comme levé, mais ils l'ont remonté comme en powerbomb. Puis, il a comme fait sa face. Okay. Il a tombé face première dans la table. Parce que Spirit Squad faisait ça quand ils faisaient dans leur match. Là, ils pognaient les autres faisaient juste. Ils garochaient dans les airs. Là. Ben, c'est plus les deux autres qui l'ont pris, puis l'autre qui a touché l'épaule, mais ça n'a rien fait parce que c'est Rico quand même. Puis ils n'ont pas besoin de Rico. Non. L'action se poursuit à l'extérieur du ring et on commence à s'approcher de la belle entrée du Madison Square Garden qui est toute pognée, mais c'est très simple, mais très mythique aussi. On avait déjà vu aussi au Rumble 2000, entre autres. Ouais. Le fameux Rumble avec Big Show et The Rock à la fin, la fin controversée. On s'en souvient bien.
Évidemment, les lutteurs se battent et Bubba Ray commence à installer, c'est-tu Rosie ou Jamal? C'est Rosie sur la table et Jeff Hardy va refaire un spot iconique qu'il avait déjà fait auparavant sur les Dudley Boys au Royal Rumble 2000 en plus. Sur Bubba. Sur Bubba. Donc là, c'est Bubba qui installe Rosie et Jeff va y aller avec un saut suicidaire, le Swanton Bomb sur Rosie sur la table et Rosie est éliminée. 2-2 maintenant pour le match. Ben, c'est 1-1. Ouais, mais il reste 2 personnes de chaque côté. Ouais. Voilà. Jeff, l'action revient tranquillement sur le ring après le spot. Il y a un long moment de répit parce qu'évidemment, on commence à setter les prochains mouvements. Jeff Hardy tranquillement revient vers le ring. Ça va nous mener à son fameux spot où il court sur le bord de la barricade. Et Jamal avait une table dans les mains et donc va lancer la table dans le front à Jeff Hardy. La table va être fracassée, mais Jeff Hardy n'est pas éliminé. Ça, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Là. Ouais, parce que techniquement, c'est une offense. Là. Ouais, mais c'est comme si l'autre le défendait plus que d'autres choses, non? Je pense que c'est les mêmes qui ont vu ça. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression que la table ne devait pas casser parce qu'après ça, Jamal installe Jeff sur la table, monte sur le troisième câble et saute le saut de l'ange jusqu'à l'extérieur sur Jeff et élimine Jeff. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus ça parce qu'il n'aurait pas fait le spot peut-être tout de suite après. Là. Non. Mais c'est ça. Un beau spot d'un big man, un saut de l'ange la troisième jusqu'en dehors du ring. Toi puis moi, on a déjà monté sur un ring, puis c'est la troisième corde, puis c'est haut en titi, quand même. Ouais. C'est-tu déjà arrivé le spot où Rico est en moonsault sur le troisième corde, puis il attend, puis Jeff n'arrive pas, là? Non, c'est un peu plus tard, là, mais c'était après, là. C'était avant, non? Parce que sur la version du network, là, c'est coupé, ce moment-là, là, parce que c'était un blooper vraiment qu'on a vu une couple de fois, là. Que, dans le fond, c'est dans la vraie version, live pay-per-view qu'il y avait à la TV, là, ben, il y avait un spot où Rico était dans le coin pour un moonsault, sauf qu'il fallait que Jeff le break-up le pousse, sauf qu'il n'arrivait pas. Fait que là, Rico, il essaie de balancer sa corde, comme si c'était pour tomber, puis il a juste dit « Come on, damn it, Jeff! Damn it, Jeff! Viens-t'en! » Ah oui, de cette version-là du network, malheureusement, mais je m'en rappelle encore. Ah, cool. C'est un bon complément d'information. Ouais. Jamal remonte après avoir éliminé Jeff, remonte une table dans le ring, commence à varger sur Bubba Ray à qui mieux et installe Bubba Ray assis les fesses sur la troisième corde et très beau spot qui s'en vient, prépare la table et tente un Hurricane Rana de la troisième corde sur Bubba. Puis là, on parle de 2 gars de 400 livres et plus. Là. Ouais. Donc, évidemment, Bubba le capte avant et tombe sur la table avec lui en powerbomb pour éliminer Jamal. Donc, il reste Bubba puis Rico, dans le fond, dans le match. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Rosie revient et commence à attaquer Bubba Ray. Après ça, Rico s'en mêle, attaque aussi Bubba Ray. Jeff qui est toujours knock-out à l'extérieur. Spike toujours hors de service aussi. Jamal va se réveiller pas longtemps après. 3 contre 1. La foule est en furie. Et qui n'arrive pas? Devon Dudley en Dudley Boys vient faire le save. Fait clean la maison au complet. Et super gros pop. Super gros pop. Parce que, évidemment, les Dudleys étaient super populaires à cette époque-là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui voulait qu'ils soient séparés en singles. Non. Surtout pas des bandes, en tout cas. Bubba, en singles, se débrouille un peu plus. Là. Ouais, Bubba, il est bien meilleur pas meilleur, mais il était très bon en single aussi. Là. Ouais, c'est un bon heel. Donc, il prépare la table, accueille Rico avec un 3D sur la table et victoire des Dudley Boys. En fait, de Bubba, Spike et Jeff Hardy. Mon cher TJ, qu'est-ce que tu pensais de ce match d'opening-là? Ben, avant de parler que ça parle du match, le temps du combat, 4 minutes 22. Juste ça pour celui-là pour te faire rire. Je suis content que tu respectes les fans de statistiques parce que beaucoup m'écrivent en DM. Ouais, il ne faut pas jouer les autres non plus. Là. Non, exact. C'est parfait. Mais non, sinon, un très bon opener là, pour vrai avec des crises de beaux spots. Évidemment, on a tantôt un gros pas pour Devon, mais c'était vraiment un bon moment pour vrai. Puis là, je pense que le show, évidemment, c'était émotif pour les Dudley Boys, là, même si ça faisait pas si longtemps qu'ils étaient séparés, peut-être
De quoi? Le draft a eu lieu au mois de mars, avril 2002, peut-être? Oui, exact. C'est quoi, 6-7 mois max? Fait que, oui, ça n'a pas été longtemps, mais ça a été un bon moment pour les deux quand même. J'ai fait la calade après le match. Là. Puis sinon, le show, là, avec ce match-là, est très bien parti. Oui. Puis sur papier, pour le fan de lutte moyen qui regarde ça, c'est pas tant attrayant. Tu as Bubba et Jeff qui c'est quand même des grosses têtes d'affiche, mais pour le reste, t'es comme pas sûr. Mais pour vrai, c'est un match solide puis il y a une belle chimie entre les 6 personnes. Puis Rico, c'est peut-être pas le gars le plus spectaculaire, mais il sait quoi faire dans un ring aussi. C'est un très bon entertainer. Il était très serviceable, qu'ils en anglais. Oui, exact. Après ça, à Times Square, New York, Stacy Keibler qui est là, accompagnée de Saliva qui chante. Oh, maman, oui, Stacy Keibler. Ça tombe bien, Saliva. J'en ai beaucoup quand je pense à Stacy Keibler. Oh, petit cochon. Fait que Saliva qui chante la tune thème de Survivor Series Always, une tune que j'adorais à l'époque. Elle est encore bonne, la tune. Elle est encore très, très bonne. Puis c'est encore, elle est bonne, mais quand tu l'entends, tu penses juste à la Series 2002, tu ne penses pas à la tune. Non, c'est ça, exact. Puis c'est une tune qui a beaucoup d'émotions, entre autres rattachée au main event et à Shawn Michaels, Triple H. Donc, ça a beaucoup d'histoire avec ça. Et évidemment, il chante la chanson Always et pendant ce temps-là, on voit des extraits vidéo de chaque rivalité pour le Survivor Series 2002. Donc, excellent vidéo package et excellente chanson avec un peu de live, un peu de vidéo package. Donc, c'est quand même un bon segment hors lutte, si on veut. Oui. Taz et Michael Cole prennent la place à la table des commentateurs parce que c'est un match de SmackDown en deuxième lieu. Et bien, c'est Jamie Noble Boy contre Billy Kidman. Ouais. Quoi? Le début de sa tune, c'est la première fois qu'il utilisait cette tune-là. C'est sa première fois, pour vrai? Oui, oui. Wow. Puis, même si elle ne fait pas avec lui, elle est bonne pour vrai. Oui. Puis ce match-là était pour le championnat Cruiserweight de la WWF. Ben, WWE. Le F qui est kické out, ouais, hein? Oui. Oui. Pas, oui, non, ça fait pas longtemps. Je pense qu'il en fait vers le temps du premier draft, à peu près. Oui, c'est vrai. Puis, mais là, pour ceux qui sont sur YouTube, là, il ressemble à quoi Billy Kidman puis Jamie Noble? Ben, il ressemble au match numéro 2, évidemment, comme je disais, c'est que Jamie Noble contre Billy Kidman avec la ravissante Nidia. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien. Oui, mais c'est parce qu'habituellement, c'est toi qui parles, puis c'est moi qui mets les graphiques. Il faut s'adapter, hein? Il faut s'adapter, c'est pas facile de faire tout en même temps. Donc, boire de l'eau, avoir une bronchite, les cheveux dans la gorge. T'as même pas de cheveux. Elle n'était pas aveugle dans ce temps-là, hein, Nidia? Pas encore, ça s'en vient, mais pas. C'est-tu Nidia ou Nadia? Nadia, hein? C'est Nidia. Nidia, parfait. Ouais. Elle était pas pire quand même. Elle était de la moulure de Tough Enough, si je me trompe. Ouais, c'est une belle femme, pour vrai. Elle fait ça, es-tu encore dans la lutte indépendante? Non. Non. Dans le modeling, dans la poterie? C'est très possible, mais je pense pas que je cherche. Là. Parfait. Donc, une série de comptes pour commencer le match avec plusieurs sauts chassés de chaque côté. Saut chassé. Je l'avais bien eu la première fois, j'aurais dû m'en tenir à ça. Billy Kidman qui a un départ de feu. Mais Jamie Noble reprend très rapidement les devants avec des attaques au cou, parce que Billy Kidman avait une petite blessure au cou. Fait qu'il utilise sa blessure pour lui faire des brises-nuques. Hein? Pas peur, ça? Brise-nuque? J'ai mal à te regarder le faire. Je sais, c'est fou. Puis moi, j'ai mal juste en bougeant parce que c'est moi. On attaque... Excusez. C'est pas, j'ai un... Fait que Noble envoie finalement Kidman à l'extérieur avec un move que tout le monde fait de nos jours et qu'on appelle le topé con hero. Le quoi? Pas juste un topé? Ben, il a topé Suicida, il a topé con hero, puis c'est ça. C'est quoi topé con hero? Ben, c'est le live des cas. OK, fait qu'il a fait un topé con hero, d'abord. Je savais pas que c'était ça. Ben oui. Merci Excalibur. Oui. Ensuite, Noble rentre Kidman à l'intérieur du ring, se dirige vers la troisième corde, saute sur Kidman qui l'attend avec un saut chassé en pleine poire. Donc, un très beau move quand c'est réussi. Quand c'est bien dit aussi. Oui, quand c'est bien dit aussi. Et évidemment, la division Cruiserweight, à cette époque-là, 2002, était excellente, là, SmackDown. Ouais. SmackDown, la division Tag Team et la division Cruiserweight était vraiment... SmackDown était juste bon à cette époque-là. Ouais, c'était beaucoup supérieur à Raw. Oui.
Mais Raw était toujours mis de l'avant parce que c'était le A-Show. Évidemment. Mais les vrais fans de lutte disaient que SmackDown était le A-Show. Donc, avec raison, avec plusieurs stars, dont Cena, Angle, etc. Ben avec l'Original Six, là. C'était qui l'Original Six? Là, je pense au Walking as l'Original Six, là, mais le SmackDown Six, pardon. Et c'était qui le SmackDown Six? Ben, d'autres disent d'habitude que c'est Benoit, Angle, Mysterio, Eddie, Edge, puis Chavo. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord. Tu sais, il est bon, Chavo, j'ai rien contre lui personnellement. Tu sais, il est quand même bon, mais comparé aux autres, il n'est pas si bon que ça. Là. Non, c'est ça. Moi, je verrais plus Brock comme 6e lutteur. Ouais. Brock était vraiment. Puis là, c'est pas juste le Brock Suplex City, c'est un Brock qui faisait de la lutte. Là. Ouais, un Brock faisait des matchs du début jusqu'à la fin. C'était pas juste 3-4 moves that's it. Et les deux se retrouvent dans le ring, se relèvent tous les deux, en fait. Et Billy Kidman, il va d'un haut du ciel pour 2, donc le Sky High. Ouais. Belle traduction. J'essaie de faire comme toi, mais pas trop. Je sais. Une série de pins de chaque côté des deux. Et les deux se retrouvent sur le top du ring. Et Kidman va renverser une souplesse. Ben, il va esquiver une souplesse. Il va placer Noble en genre de facebuster. Donc, un Sky High en l'envers, dans le fond. Ouais. Du 3e corde. Un move spectaculaire. Est-ce que c'est assez? 1, 2. Kick out de Jamie Noble, boy! Il disait souvent, hein, come on, boy! Get up, boy! Ah ouais. Donc, très divertissant. Hey, mais oui. C'est drôle que tu en parles, là, mais Jamie Noble, il est sorti récemment dans une nouvelle que j'ai vue. Là. C'est vrai? Il va faire, il y a je sais pas, en North Virginia, je pense qu'il va faire un match à WWE pour un house show. Live event, oui. Ouais. Son dernier match. Live event. Ouais. Il sort de sa retraite pour faire un dernier match dans sa ville natale. Puis je trouve ça bien cool pour vrai. Contre qui va lutter, tu penses? Je sais pas, mais. Rollins, peut-être? Il y a beaucoup d'histoires avec Seth Rollins, fait que je serais pas surpris, mais ça serait cool. C'était bon avec Rollins. Ouais, J&J Security, c'était écœurant pour vrai. Wow. Dans le fond, ce que je t'ai rendu où, là? Ouais, c'est ça. Reprend l'avantage, donc Kidman avec son move 1-2 se dirige vers les cordes et la belle Nidia attrape son pied. Jamie Noble en profite et fonce sur Kidman qui se tasse, qui frappe Nidia, qui tombe du board du ring jusqu'en bas. Un pin s'ensuit. Dégagement. Un DDT de Jamie Noble avec les pieds de Kidman accrochés sur le 3e corde. Il a-tu spiké à peu près? Il a spiké comme un génie. Comme un. Hey, non, Pac, c'est le meilleur spiker, je pense. Là, mais... Pac et RVD, c'était vraiment les deux meilleurs là, pour bumper des moves de même. Là. Ouais, exact. Donc, c'est ça. Et Kidman dégage à 2. On pensait tous que c'était fini. Et tranquillement, Kidman reprend l'avantage et refait un Sky High ou bien un ciel. Comment j'ai dit ça tantôt? Un ciel à la hauteur? Ou... Un haut ciel. Un haut ciel. Ouais. Se dirige vers la 3e corde pour faire son fameux Shooting Star Press. Jamie Noble arrive, tente de l'éviter. Kidman le repousse en bas. Nidia arrive pour prendre le pied. Un coup de pied dans la face à Nidia qui retombe en bas. Shooting Star Press. 1, 2 et 3. Billy Kidman, champion Cruiserweight. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il a fait une storyline avec ce match-là. C'est qu'à SmackDown, dans les semaines précédentes de ce pay-per-view-là, Kevin avait battu 2 fois Jamie Noble dans des matchs. Un match par équipe et un match single non-title. Fait que, tu sais, d'habitude, le booking de WWE, ou ben, pas juste WWE, le booking à peu près partout, là, c'est que, tu sais, ils font pas mal ça 50-50, là. Fait que, tu sais, logiquement, tu dis, bon, ben, Kevin l'a battu 2 fois, fait que quand ça va vraiment compter, c'est Noble qui va gagner. Mais non, ils ont fait le contraire, fait que c'est quand même quelque chose que je trouvais vraiment cool, là, ce match-là. Puis sinon, on regarde un très bon match, là. Wow. Ça n'a rien à envier au match d'avant, là. Ouais, Billy Kidman avec Rey Mysterio à WCW, ils ont dominé la division Cruiserweight pendant des années. Puis honnêtement, un match sous-estimé de nom, mais excellent en action. Bon, ça rimait en plus. Ouais. Angle et Benoit, backstage, discutent avec ils vont remporter des championnats par équipe ce soir contre Los Guerreros et Edge et Mysterio dans un three-way elimination tag team match. Benoit qui n'a pas l'air très très ravi de ça parce qu'il n'est pas 100% du côté de Kurt Angle. Mais Angle dit que c'est lui le capitaine de l'équipe, puis Benoit n'est pas d'accord avec ça. Mais Angle finit par flatter Benoit avec quelques
quelques flatteries. Compliments. Oui, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Et Benoit finit par tendre la main à Kurt Angle, comme ça. Et Angle n'est pas content. Il dit non, des tag team partners, ça ne se serre pas la main. Des tag team partners, ça se fait un câlin. Ouais. Et un beau câlin avec une face de Benoit qui est comme what the fuck, il y a du monde qui m'aime. C'est plus Angle qui avait la face contente de faire un hug. Là. Angle était cœur, hein, ses promos à WWE. Là. Angle, là, il y a côté tout, là, Lex Luger, on y est souvent avec lui, là, que c'est le total package, là, mais le Kurt Angle, c'est vraiment le total package pour vrai. Là. Exact. Puis apparemment que j'avais entendu au podcast Busted Open, Tommy Dreamer puis Bubba Ray Dudley qui disait que, tu sais, Angle, même quand il est arrivé, oui, il a fait de la lutte olympique, mais Angle, s'il voulait, dans un ring, il pouvait te briser pour vrai parce qu'il était vraiment fort. Ouais. Puis il n'y a pas grand monde dans le roster au complet, même les Giants qui auraient pu mettre Angle à terre, c'était vraiment un des gars les plus forts. Puis il faisait référence aussi à sa storyline avec Jeff Jarrett à l'époque où la blonde Karen Angle était rendue avec c'était rendu Karen Jarrett parce qu'elle avait trompé avec. Puis finalement, il avait quand même fait de la business avec ça. Puis il avait dit Angle, c'est un vrai professionnel parce que s'il avait voulu, Jarrett n'aurait plus jamais marché de sa vie. Ah ouais, c'est sûr. Fait que souvent qu'il a dit qu'ils ont fait de la business, là, mais pas en peur parce que. Ouais, parce qu'il était vraiment très, très fort, mais c'était un vrai professionnel. Donc, tant mieux. Même TNA, c'est ça. Il avait pas été. Je comprends que c'est la storyline, mais il n'avait pas été fort. Là, il a fait le mariage de Karen puis de Jeff Jarrett avec Kurt Angle qui était le maître de cérémonie quasiment. Là, fait que... C'est fou, pareil, là, quand même. Ouais. C'est des vraies histoires. Là, fait que... Ouais. Puis il y avait une vraie tension. Bubba était là dans ce temps-là, puis il en parlait. Là, fait que... Bref, une petite histoire d'à côté. Ouais. On voit Victoria à l'arrière-scène avec un miroir. Elle se regarde avec un miroir à moitié brisé. Puis elle devient folle, elle s'aime pas, puis elle pitche le miroir. Donc, ça tend de malheur. Elle pitche le miroir, ben oui. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas parce qu'elle s'aime pas qu'elle fait ça. C'est ce qu'elle demande au miroir, c'est qui la plus belle de toutes les femmes. Ah le oui, miroir, oui. Le miroir, il dit Trish Stratus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as raison parce que dans la promo d'avant-match, ils font référence à un vieux truc de modeling où il y avait Trish puis Victoria. Puis que c'est Trish qui avait gagné ou avait été choisi, je pense, si je ne me trompe pas. Je t'en avais parlé quand on a fait la bio de Trish Stratus une couple de semaines. C'est vrai. Puis, c'est vrai, on a parlé beaucoup de ce match-là, évidemment, dans Bio Trish. Donc, puis on avait dit que le match était excellent, physique, mais quelque chose de pas très bon à la fin. On arrive. Donc, on arrive au prochain match. Trish Stratus contre Victoria. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Dans un Women's Championship Hardcore Rules. Donc, très intéressant. Victoria était très over, comme on avait parlé dans Bio Trish. C'était une opposante intéressante pour Trish Stratus. Là. Trish qui commençait à avoir beaucoup de ses lettres de noblesse à ce temps-là. Les pièces rentrent dans le puzzle à ce temps-là. Oh oui, monsieur. Un très beau puzzle en passant. Un beau 300 morceaux. Un puzzle que tu ne défais pas un coup qui est fini. Rapidement, Victoria attaque Trish en début de match très agressive parce que le miroir il a dit comme que c'était pas elle la plus belle. Puis on utilise des objets, on utilise surtout un chandail pour étrangler Trish. On sort un balai. Donc, des petits coups de balai. Puis j'ai bien aimé parce qu'il y a eu des manœuvres intéressantes. Là. Victoria qui essayait d'étrangler Trish avec le balai. Puis là, elle faisait un genre de sunset flip avec le balai. Ouais. Un moment donné, elle va sur la troisième corde, elle l'étrangle avec le balai, Trish pogne le balai, puis Victoria, puis elle peut faire un flip de la troisième jusqu'à dans le milieu du ring. Elle kick avant, là. Oui, c'est vraiment une belle innovation avec un objet, sans nécessairement frapper avec. Donc, des étranglements. Victoria est très, très, très agressive, donc elle finit par y casser le balai dessus, des coups de balai, des coups de poubelle, des coups de couvert de poubelle. Assez stiff, merci, pour vrai. Ouais. C'était pas des petites plaques de biscuits comme on achetait dans le temps au magasin de pièces. C'était une poubelle assez... Et voilà. Puis, ils ont même fait le spot là, qu'on a déjà fait, moi, plutôt dans le ladder match, à un moment donné, là, quand il était en dessous de la poubelle, puis elle a juste fait la balançoire, puis elle a fait direct dessus, Victoria. Ah ouais. C'est vrai. C'était un esti beau spot, puis c'était bon, ce match-là. Le nôtre, je parle, là. Oh, ouais, mais je sais. Voici un extrait. Exact.
Une très belle manœuvre de Victoria avec Trish étendue sur le sol dans le ring. Elle est à l'extérieur du ring. Elle fait un front flip leg drop à l'intérieur du ring. Donc, un CM Punk, mais elle, c'était voulu. À la Sabu? Oui, exact. Sabu, le maître. C'est quoi? Y a-t-il un surnom déjà, Sabu? Ben, le Suicidal, Genocidal, Homicidal Maniac. Oui, Maniac, c'est le bon mot. Donc, une belle manœuvre. Victoria continue de son ascension vers la victoire, mais Trish reprend les devants avec des coups d'avant-bras stiffs et va chercher à son tour un objet à l'extérieur du ring et une planche à repasser s'ensuit. Elle amène ça dans le ring et va faire comme dans tous les bons jeux vidéo avec la table, elle va la mettre dans le coin et pitcher Victoria dessus parce que anyways, la planche à repasser n'était pas très solide sur ses deux pattes. Ouais, elle avait la misère à la placer dans le coin de 1. Ouais. Puis c'est une planche à repasser d'une madame de 75 ans, plein de petites fleurs dessus. C'était bien cute. Ouais. T'en as-tu une de même chez vous? Non, mais je vais m'en procurer une pour Noël. C'est mon que je vais me faire. Parfait. Et Trish, après ça, utilise les kendo sticks, qui étaient sur le dessus du ring, dans le petit trou. Elle est allée chercher. Ouais. Fait qu'elle a commencé à frapper Victoria à qui mieux mieux. Il y a des échanges de kendo sticks entre les deux femmes, très solides coups. On voyait qu'il y avait une belle rivalité qui ne s'aimait pas trop. Donc, ça envoie directement Victoria à l'extérieur du ring. Donc, Trish tente d'aller chercher Victoria par les cheveux, comme elle se doit, et sort un instincteur, puis d'en face. Ouais, peut-être pas aussi automatiquement que tu le dis. Là. Non, je sais, ça a été un petit peu plus long que prévu. Ouais. Ça a été plus... OK! Genre, oh shit, fuck, OK, ouais. Et ça l'aveugle. Et à ce moment-là, Victoria, elle monte sur le ring. On s'attend à un très beau move. De quoi de hot, là? Une snap suplex. 1, 2. Ah ben 3, c'est fini. Hein? Quoi? Snap suplex 1, 2, 3 après le coup de l'instincteur. Ouais, c'est ça que je te parlais aussi dans le bio Trish, là, comme quoi que c'est un excellent match là, pour un match hardcore féminin. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui fait que ça perd un peu de points, malheureusement. Ouais, puis Victoria, nouvelle championne féminine. Ça, j'ai aucun problème avec le résultat du match. Victoria méritait amplement. Elle était très over en tant que heel. Elle arrivait avec All the Things She Said dans ce temps-là. Oui, pas sur la version du Network, évidemment, là, mais oui, c'est ça qu'elle avait. Oui, All the Things She Said, un groupe finlandais, si je ne me trompe pas. C'est-tu finlandais, ça? Tattoo, ouais, je pense que c'est ça, finlandais, ouais. Yeah. Ouais. Moi, j'en ai des tattoos. OK, parfait. Tu as tout pensé à ça dans ta tête, non? Ouais, ma petite tête molle. Parlant de tête molle, le prochain combat en est un vrai pour eux, mon cher TJ. Parce que c'est pour le championnat. Oui? J'ai pas fini. On n'a pas dit notre appréciation du match. Ben, on en a parlé pendant deux shows. Ouais, il y a ça. Mais moi, je trouve que, comme j'ai dit, c'était un bon match, c'était un beau brawl, évidemment, avec des petites affaires qu'on ne voyait pas souvent dans les combats féminins, évidemment. Mais sinon, un ou deux. On a parlé évidemment de la fin flat, là, puis de l'affaire du instincteur de feu, mais il y a une couple de spots aussi qui étaient genre un peu so-so. Fait que, un petit peu mal de communication, mais malheureusement, la fin laisse à désirer. Mais en même temps, c'est correct parce que ils vont faire d'autres matchs. C'était pas comme si c'était genre un career match non plus. Là. Ouais, puis c'est pas un match nécessairement botché, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, mettons. Ouais. C'est ce que TJ veut dire. Ouais. Évidemment, je vais faire référence à ta mémoire pour ce prochain match-là. Parce que oui, je vais l'annoncer tout de suite. Mais match pour le WWF Championship entre Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, contre le Big Show pour le championnat. Et une grosse histoire entre les deux. TJ, peux-tu nous rappeler un peu les faits? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Big Show, lui, il était à Raw au début du draft. Mais je ne sais pas s'il a été changé ou Stephanie McMahon l'avait signé. Oui, il l'avait signé. Ouais. Il avait été à SmackDown, puis il avait vraiment détruit tout le monde sur son passage, il attaqué tout le monde. Là. Il avait même blessé Taker, parce que Taker est arrivé contre Brock à l'époque. Mais il y avait un match entre les deux, c'était LNSL le mois d'avant, à Unforgiven, si je ne me trompe pas. Puis, évidemment, Brock avait battu Taker, puis Taker, il avait un plâtre. Puis, il dit au public qu'il fallait qu'il s'en aille pour qu'il était blessé. Ouais. Big Show l'a attaqué pendant qu'il s'en allait. Puis, il a vraiment press-slamé de la rampe jusque sur une table en bas. C'était impressionnant, oui. Fait qu'il avait take out lui.
Puis évidemment, Brock est encore un peu blessé de sa rivalité contre Taker. Avec. Les ribs, là. Ouais, c'est ça. Puis Heyman la visait, il disait Chris, attention, toi, là, t'es blessé, là, t'es pas top shape. T'sais, Big Show, c'est quand même un gars impressionnant. Là, il détruit tout le monde, là, fais attention. Puis évidemment, Brock, avec sa jeunesse slash confiance, on peut dire ça. Exact. Abus de confiance. Pas de problème. Ouais. Puis, il challengeait Big Show, il callait out puis tout. Puis évidemment, Heyman n'aimait pas bien ça. Puis, mais juste le show d'avant, au SmackDown, c'est Brock qui avait fini avec l'over après une coupe de chair shot sur Big Show. Mais même encore là, Heyman n'était pas à 100% derrière son poulain, dans le sens qu'il ne voulait pas qu'il fasse ça. Ben, c'est parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on sentait que Brock était vulnérable. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais Brock, avant ce match-là, n'avait jamais perdu un match. Hein? Non, je pense pas. Parce que j'ai cru entendre Taz dire ça. Donc, mais je pense que c'est vrai. Là, parce que tu sais, des fois, WWE disent des stats, mais c'est pas toujours vrai. Mais 2002, j'ai comme l'impression que c'est vrai parce que c'est l'année qui est arrivée. Ouais. Donc, là, on est au mois de novembre. Donc, tu sais, il était quand même strong depuis ce temps-là. Ouais. Puis, il avait gagné King of the Ring avant, si je ne me trompe pas aussi. Ouais, King of the Ring, il avait battu The Rock à SummerSlam. Ouais, puis il avait, pour la ceinture, évidemment, puis il avait battu les Hardys à ses débuts aussi, puis il avait dominé. Ouais. Donc, il était invaincu avant ce match-là. Le prochain match pour le championnat de WWF, Big Show contre Brock Lesnar. Puis, c'est l'histoire un peu du match, là, c'est que Brock est affaibli par ses blessures, comme tu disais dans le pre-show. Puis, Big Show est vraiment strong. C'est pas un Big Show jobber, c'est un Big Show vraiment dominant. Là. Quasiment le mieux booké qui était à WWF, je pense. C'est ça. Souvent, Big Show, ce qui arrivait, c'est qu'il commençait vraiment fort, une couple de semaines, même voire mois. Après ça stagnait. Il venait un comedy wrestler, puis tout. Mais après ça, il disait bon, on va te retourner comme t'étais un petit peu avant, qui retournait heel, puis il devenait un peu plus sauvage. Il a fait ça une couple de fois dans sa carrière. Là. Ouais. Puis, évidemment, Big Show travaille beaucoup les côtes avec des coups très stiffs. Puis, ça peut paraître un peu boring, là, mais la façon que Lesnar vend les coups de Big Show, ça rend très, très crédible Big Show. Puis, ça donne l'impression que Lesnar est vraiment en train de perdre la puissance qu'il a depuis ses débuts à WWE. Donc, pour ça que Heyman s'inquiète. Mais rapidement dans le match, comme tu disais tantôt, c'est qu'il est orgueilleux, Lesnar. Fait que tout de suite, il va répliquer avec des souplesses arrière, des Germans, la souplesse de la germaine en français. Ouais, belly to belly suplex overhead aussi. Là, overhead sur Big Show. Puis il a même fait une souplesse quasiment verticale dans le fond, mais quand même assez rapide. Là, mais avec les côtes qui ont magané ses côtes. Fait que, oui, il est capable de faire les moves sur Big Show, mais tu vois que ça le magane plus que le match avance. Donc, il y a un storytelling direct là. Excellent storytelling entre les deux. Excellente façon de vendre les moves à Big Show, comme je disais. Et le match n'est pas très, très long. Là. Je ne sais pas si tu as la statistique. Là. Non, mais je pense que c'est en bas de 6 minutes. Exact. Donc, à plusieurs reprises, des souplesses. Et Lesnar va finir par se donner une méchante grosse élan d'un corps pour charger Big Show comme si c'était un plaqué de football. Ben, il va se tasser puis il va ramasser l'arbitre, pas à peu près. Donc, il n'a pas vraiment arrêté sa course, je te dirais. Là. Pauvre Kiki. Ouais, Kiki en a mangé toute une. Donc, à ce moment-là, ben, Paul Heyman en profite, va lancer une chaise à Lesnar. Ben, il va lancer une chaise dans le ring, en fait. Ouais. Lesnar va prendre la chaise. Big Show va donner un coup de poing dans la chaise. Il va échapper à la chaise. Je pense si je ne me trompe pas, il renverse un chokeslam et il réussit à faire un F5. Je pense qu'il donne un chair shot d'en face. Après ça, il pogne un F5. Ouais, il donne un chair shot, c'est vrai. Il réplique avec un autre chair shot, prend un F5 très impressionnant sur Big Show. Il l'avait déjà fait, je pense, auparavant, c'est à la table des commentateurs, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. Ben, les semaines un petit peu avant, comme j'ai dit. Les semaines avant, exact. Donc, F5. Fait que là, mais l'arbitre est à terre. Mais non, un autre arbitre arrive en courant. Glisse dans le ring. 1, 2. Heyman tire l'arbitre. Le judas. Puis là, Lesnar se relève, puis oh. Moi, j'adore le reveal. Là. Il montre Lesnar qui est comme ça. Il regarde un peu alentour. Il regarde Heyman. Puis après, il montre Heyman qui a la bouche ouverte dans les grands yeux. Ouais. Fait que Lesnar débarque du ring. Court pas après au début. Tranquillement avance vers lui. Décide d'accélérer le pas. Heyman rentre dans le ring. Sort du ring de l'autre côté. Lesnar se fait intercepter par Big Show.
Un coup de chaise dans le ventre. Dans le rib, qui ont travaillé avant et pendant le match, pour s'en rappeler, intelligent. Coup de rib, met la chaise là, choke slam sur la chaise. 1, 2, 3, Big Show, nouveau champion de WWE. Puis je me souviens, à l'époque, c'était vraiment une grosse affaire. Là, ben oui. Parce que Lesnar, c'était the big thing, le next big thing. Puis on ne s'attendait pas à ça vraiment. Ben, un peu, mais un peu moins à l'époque, on était plus jeunes aussi. Là, mais ça restait Big Show. Là. Big Show n'a pas rien grand-chose logiquement là-bas. Fait que, ça Brock aurait pu juste le battre puis passer au prochain le mois d'après, puis c'est tout. Là. Ouais, c'est ça. On pensait plus que ça allait être un gros contender pour Lesnar, mais on ne s'attendait pas nécessairement que ce soit Big Show qui donne la première défaite à Lesnar. Si c'est sa première défaite, là, mais dans les faits, je suis pas mal sûr que c'est ça. Genre une feud filler. Là. C'est ce qu'il voulait pas que ça soit. Là. Il voulait pas que ça soit juste une rivalité d'un mois juste pour boucher un trou, puis après ça, on move à la prochaine. C'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Désolé, Matou est encore là. Donc, comme tu disais tantôt, c'était pas un match très, très long. Puis je vais aller voir rapidement. C'était 4 minutes 19, mon cher TJ. Ouais. J'avais l'impression que la façon que je l'ai raconté, c'était plus long. Donc, ben oui, mais des fois, c'est ça. Hein, les matchs sont pas longs, mais on le raconte beaucoup en détail. Fait que ça donne ça. Ouais. Des fois, je chiale là-dessus sur TJ, mais quand tu le fais, c'est autre chose. Il faut se mettre d'insuite quelqu'un d'autre pour savoir qu'est-ce que c'est. Ouais, je porte des 12. C'est vrai, moi, je porte un petit peu plus bas que ça. Le prochain match, ben, c'est une excellente rivalité. Puis, pour vrai, là. Attends, tu skippes tout. Bon, on n'a pas parlé du match, on a juste parlé du temps du match. T'as raison. T'es pressé, toi. Je suis pas pressé. T'aimes pas ça, faire ça. J'aime pas ça, c'est plate. Non, c'est pas prêt à date. Ça a de l'allure. Ben oui, je pense que tu t'es vendu un peu trop short. Là. C'est bon à date. Là. Quoique c'est pas fini encore. Là. Mais... Non, ça se gâte après. Là. Non, mais sinon, je trouvais que c'est un match parfait pour les deux. Là. Ils n'ont pas été. C'était pas long, il y a eu plein d'actions. Puis le pire, le turn aussi a vraiment été excellent. Là. Ouais. Puis tu sais, à mon avis, c'est pas mal le plus gros turn d'un manager depuis Paul Bearer à 96 contre Taker SummerSlam. Là. Quelque chose de genre shocking value. Oui, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment bon pour vrai. Fait que toi, as-tu aimé le match? Oui, j'aurais peut-être pris un petit peu plus longtemps, peut-être un 4 minutes de plus. Mais je trouve que le storytelling était tellement bon. Il a attaqué Ribs, l'autre qui a fait ses power moves. Puis avec la fin, on dirait que ça. Tu as l'impression que ça a duré plus longtemps. Puis tu n'as pas eu le temps de dire c'est un match entre deux gros qu'on n'aimera pas. Puis ça a été tellement quick, on a passé aux choses intéressantes, le turn. Ouais. Fait que ça fait que le match, on a l'impression que le match c'est quasiment un classique. Mais ça a duré 4 minutes. Ouais. Puis après ça, là, sont partis Brock, puis pas Brock, mais Big Show, puis Paul sont partis en voiture. Vite fait, oui, bébé. Oh oui. Puis avant que tu passes au prochain match, au prochain segment, un fun fact ici, c'est pas la dernière fois que Paul Heyman va se tourner contre quelqu'un pour aller avec Big Show. Ça va arriver en 2006 à la ECW quand Big Show va battre RVD pour le titre de la ECW. Heyman, évidemment, le mois d'avant, il y avait contre John Cena à One Night Stand 2006. Puis Paul Heyman, il avait fait le compte de 3 pour RVD pour gagner la ceinture contre Cena. Fait que dans le match de Big Show contre RVD, la même chose est arrivée. Heyman est arrivé à faire le compte pour RVD 1-2. Puis il a fait le spot à Shane McMahon parce qu'il a fait fuck you à l'autre. Puis il s'est tourné contre RVD. Puis il était avec Big Show après ça. Fait que jusqu'à temps qu'il parte, évidemment, après ça, il y a eu ECW de December de Dismember qui a eu lieu. Puis après ça, Heyman est parti de la fédération. Puis il a été le manager de Big Show du turn jusqu'à ce moment-là. C'est pas la première fois que Big Show attire Heyman dans ses griffes. Oh, intéressant. Très intéressant. Ouais. Donc, oui, parfait. Le prochain, mais je pense que j'ai sauté un segment que je trouvais inintéressant, fait que je ne l'ai pas mis, là, ça se peut. Là. Okay. Tu l'as-tu noté les segments? T'as-tu tout noté les segments? Là, moi, ça tombe directement à l'autre match, fait que je te dirais parfait. pas. OK, parfait. Fait qu'on est à la même place. Okay. Donc, le prochain match, je ne veux pas vendre la mèche, là, mais c'est un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu de ma vie. Honnêtement, c'est un excellent de ma vie. Tabarnouche, OK. C'est un excellent match, là. Non, c'est pas le contraire. C'est juste que la vie, c'est un peu beaucoup, je trouve. Non, on est habitué avec les matchs, mettons, Dead Triangle, Young Bucks, AEW aujourd'hui, c'est quick. FTR, ouais, c'est ça, des spots. Mais ça, c'est comme des spots,
mais sans faire trop de grosses manœuvres. C'est plus des manœuvres de lutte pure, genre. C'est drôle à dire, là, mais bon, vous allez comprendre parce que le prochain match pour le championnat par équipe, ben, un triple threat tag team elimination, Kurt Angle, Chris Benoit contre Edge, Rey Mysterio, les champions, contre Los Guerreros, Eddie Guerrero et Chavo Guerrero. Puis il y a eu une storyline avant ça, mon cher TJ, entourant un trophée ou un tournoi, c'est ça? Hein? Ben, un tournoi, puis un trophée par la suite. Oui, je te laisse y aller. Oui, en fond, il y avait un tournoi par équipe au début de SmackDown, évidemment, pour qu'on ait de nouveaux champions, parce qu'évidemment, il y avait ceux de Raw qui sont restés là-bas. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent leur propre Tag Team Champions. Fait qu'ils ont fait un tournoi. Puis en finale, c'était Edge et Mysterio contre Angle et Benoit. C'est Angle et Benoit qui ont gagné à No Mercy. Fait que là, évidemment, ils étaient champions. Sauf que le hook de leur storyline à Benoit et Angle, c'est que c'est des partners qui, ils se respectent, mais ils s'aiment pas, genre. Puis, tu sais, l'autre, Angle essaie de l'amadouer, puis Benoit essaie d'être de son bord, puis tout. Fait que, évidemment, après ça, il y a un match à SmackDown qui a eu lieu. C'est un combat 2-3 entre Mysterio, Edge, puis Benoit Angle pour les ceintures par équipe. Puis, c'est Edge et Mysterio qui ont gagné les ceintures dans ce match-là. Un très bon match aussi dans du fameux SmackDown 6 qu'on a parlé tantôt. Puis, il y avait ce match-là. Puis, par la suite aussi, il y a les Guerreros qui étaient un peu effacés. Ben, pas effacés, ils étaient dans le storyline. Mais l'autre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de mettre la merde dans tout le monde. C'est évidemment comme les Guerreros, Light, Cheat and Steel. Ils ont fait ça. Fait que c'est ça qui a donné ce combat-là, Triple Threat. Puis, tantôt, tu as parlé de Stephanie McMahon, mais justement, c'était elle la GM de SmackDown, comme on a dit tantôt. Puis, il y avait le trophée. Puis, évidemment, Bengal, Benoit, ben, il dit je connais cette équipe capitaine, puis il se tirait dessus pour avoir le trophée. Puis, les deux ont lâché, puis c'était Stéphanie qui a mangé ça. Puis là, Angle il a été levé Stéphanie. Il a fait excuse, on s'excuse. Puis, après ça, il a regardé Benoît, puis il s'est marré. Puis, Stéphanie l'a slappé. Puis après ça, elle va vers Benoît, les deux se mettent à rire, puis elle slappe Benoît. Puis son fameux. Mon tabarne. Attention, lui, il est dangereux. Ah, on va pas là-dedans. Là. Okay, puis c'est ça, elle était fâchée. Fait que c'est à cause de ça qu'elle a fait le combat Triple Threat pour ce soir. Honnêtement, c'est une excellente storyline. Puis je me souviens encore à l'époque comment je trouvais ces matchs-là intéressants, bons, parce qu'il y avait beaucoup de matchs tag team entre les trois équipes, beaucoup de matchs single. Inter-équipe aussi, la storyline, les promos, autant drôles qu'agressives à l'occasion. Donc, 6 talents. Tu sais, oui, Chavo, c'est peut-être pas le meilleur des 6, mais il avait quand même sa place avec Eddie. Puis il est très athlétique aussi. Là, puis il est drôle. On l'aime bien, Chavo, quand même. Il y avait beaucoup de matchs avec Edge contre Guerrero, Benoit contre Mysterio. C'était tous des bons matchs qui avaient vraiment eu lieu par. C'était la belle époque, vraiment la belle époque. Puis tu l'as dit là, récemment dans les podcasts, 2002, c'est une petite belle année de lutte. Là. Pour moi, 2002, là, je mets ça avec n'importe quelle année de l'histoire de la lutte, head-to-head, puis on a des chances. Puis ta meilleure année de Golden Era, ça serait quoi? J'ai bien aimé 1990, moi, avec le fameux temps de Warrior Hogan. Là. Toi, j'étais un gros fan de Warrior. Tu sais, je dis ça, mais je pense que mon top 3 des matchs à vie, il doit avoir Hogan Warrior à WrestleMania 6 dedans, depuis que je suis kid que je l'écoute. Je te dirais 90-92 à peu près pour moi, puis 2002. C'est vraiment les 3 années que je pourrais écouter n'importe quelle chose de cette époque-là, puis pas être tanné. Mais 92, Brett était dans Hart Foundation? Non, 92, il était champion. Brett avait battu Ric Flair. Ah, oui, t'as raison, Hart Foundation, c'est 90-91, c'est ça? Ouais, un petit peu 91. C'est super avant SummerSlam. Un an et demi à peu près, hein, c'est ça? Ouais, juste avant qu'il était contre Monsieur Perfect. Là. OK, parfait. Là, on dérape du sujet, là, mais des fois c'est ça, là, hein, le podcast. On veut être renseigné. Oui, puis avant que tu y ailles avec ton résumé du combat, ben, je ne sais pas si tu as entendu aux commentaires, un moment donné, Taz, il parlait à Michael Cole, puis il a droppé Team Taz. Il a dit ça pendant qu'il parlait. Non, j'ai pas entendu. Oui, puis je trouvais ça, évidemment, à l'époque, ça ne voulait rien dire, là, mais c'est drôle parce qu'évidemment, AEW a fait sa propre faction qui s'appelait Team Taz, fait que je trouvais ça drôle quand il l'a mentionné, je fais oh, Chris, c'est drôle. Ouais, fait qu'au début du combat, vous avez Brian Cage avec Hook qui attaque, non, c'est pas en 2002, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Fait que... Il était-tu né Hook en 2002? Je pense qu'il avait genre 2-3 ans, peut-être. Peut-être. Fait que j'avais déjà mis le visuel du match, mais... c'est correct. Écoute, pour ce match-là, là, je te dirais que
j'ai pas fait move par move un peu, puis séquence par séquence, parce qu'il y a vraiment beaucoup de spots incroyables. Là. Je pense que, honnêtement, c'est rare que je vous fais souvent la suggestion dans les bios de regarder un match. Puis là, je vais vous faire la suggestion dans un retro review. Il faut absolument, absolument que vous regardez ce match-là, honnêtement. Ben, tu dis match, je suis d'accord avec toi, mais le show complet. Là. Le show complet, mais parce que là, on est rendu à ce match-là. Là, puis, OK, vers la fin, ça a droppé un peu. Là. Je suis d'accord avec toi que la fin a comme fait un peu après une certaine élimination aussi. Là. Mais pour vrai, allez voir ça, l'action, c'est juste fou. Puis, dès le début du match, tu as des échanges entre les tag teams. Mysterio, c'est une star dans ce match-là. Là. Il fait le fameux move qu'on voit dans le film Ready to Rumble. D'ailleurs, ça s'en vient bientôt au podcast. Là. Le fameux. Le gars, il l'attrape, il le pousse. Le gars, il arrive, puis il lance de dos devant, puis il va dans le coin. Là, Fait que Edge le fait, puis il pousse Mysterio sur Eddie Guerrero. Puis Eddie Guerrero, Rey Mysterio, c'est des grands amis. Là. Allez voir aussi le match Halloween Havoc entre les deux. Là. 98. C'est tout un show. Là. On l'a fait, hein, ça, sur réseau. 98, je pense pas. On l'a pas fait encore. L'année prochaine, peut-être. C'est noté. C'est noté. Donc, plusieurs beaux moves de Ray, Edge, Guerrero. Angle, Benoit en tag team aussi. Là, ils travaillaient contre leur gré, mais beaucoup de German suplex, de souplesse, de moves en équipe. Là. Eddie Guerrero, à un moment donné, pogne les deux gars en head scissors, puis en genre de DDT, puis il fait une roulade avec les deux en même temps. Ouais. Donc, un headlock takeover, en fait. Un headlock takeover avec les pieds puis la tête. Là. Il pogne deux gars en même temps, dans le fond. Hein. Ouais. Fait qu'il y avait ce move-là. Il y a eu, écoute, les Os Guerreros avec leur souplesse, puis le fameux move d'Eddie en dehors des cordes qui rentre en dedans dessus. T'as Edge qui fait 2-3 beaux spinning kicks de suite dans le match. Ouais. Des renversements d'Ankle Lock en pin avec Angle puis Eddie Guerrero, là, c'est juste fou. Il y a vraiment plein de moves là. Puis là, je vais arriver au moment critique du match parce que pour vrai, il y a vraiment trop de moves à décrire. C'est juste de l'action du début jusqu'à la fin, des tag matchs. Couper le ring en deux, comme TJ dit tout le temps, ils le font souvent. Ils travaillent très bien en équipe, chaque équipe. Surtout les Guerreros parce que c'est des heels. Puis Angle Benoit très agressif aussi dans le match. Puis évidemment, Edge Mysterio pour eux autres qui mangent la volée. Là, ouais, c'est ça. C'est devrait être babyface dans le match eux autres. Ouais, puis c'est les champions aussi, fait qu'ils ont le target. Chavo, pendant que Benoit est en train de faire un crossface en plein milieu du ring à Eddie Guerrero, Chavo va arriver avec la belt, puis il va frapper en arrière de la tête pendant que l'arbitre est distraite. Il va frapper en arrière de la tête Benoit. Puis Angle va faire comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Toi, il va le regarder, il va essayer de frapper Angle, il va l'éviter, il va tomber sur le cul, il l'évite avant, il tombe sur le cul, puis il lance la ceinture à Angle. Puis là, Angle fait comme... Puis là, l'arbitre le regarde, puis là, il se retourne, puis là, t'as Chris Benoit qui fait... C'est Benoit, ouais. Hey, tu viens de me frapper avec la ceinture, mon estime? Angle, il est là, il fait non, puis aussitôt que l'autre le pousse, ben, oh, mais tabarnak. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, t'as Rey Mysterio qui va d'un dropkick avec Angle qui va le dropkick quasiment jusqu'au bout de l'allée de l'entrée. Il fait comme des flips jusqu'à l'autre bout. Ça, je pense que c'est Chavo, ça, je pense. Non, c'est Angle qui fait ça, ouais. Je me rappelle, un Chavo, il mange un bump, puis il va quasiment dans le milieu de l'entrée, quasiment. Chavo aussi, mais sur ce spot-là en particulier, c'est Angle. Puis, ouais, c'est ça, exact. Fait que, après ça, ben, il y a Edge puis Benoit qui commencent à se taper un sur l'autre. Puis Benoit est encore distrait un peu avec l'entrée en regardant Angle. Fait que là, il y a une séquence où il essaie de pogner Edge en crossface. Il le pousse dans les cordes. Il évite un clothesline. Edge revient. Et le spear. 1, 2, 3. Benoit Angle éliminé. Et la foule, TJ, je sais pas si tu as remarqué, là, était en tabarnak. Ah ouais, je sais. Ben oui, c'était là. Parce que souvent, les équipes comme ça, là, qui est des. Il y a un terme pour ça, les Strange Bedfellows, qu'ils appellent. Là. OK. Puis, les tag teams qui ne devraient pas avoir affaire à être ensemble souvent sont très over. Évidemment, on pense à Angle Benoit, puis on pense évidemment. Le meilleur exemple, à mon avis, c'est vraiment. Il y en a deux. Là. Je dirais Kane puis X-Pac. Ouais. Des teams vraiment genre qui n'ont pas d'affaires ensemble. Puis Team Erno. Ouais, exact. J'étais en même place que toi là-dessus. Kane est parfait pour ces tag teams-là, parce qu'il devrait pas être un tag team partner, puis il est pareil. Là. Puis non, c'est vraiment comme ça. Puis
évidemment, Angle, Benoit, là, juste in-ring, s'il ne serait pas divertissant pantoute, puis il y aurait juste le in-ring, ce serait déjà le 3/4 de la job déjà de fait. Fait que, ouais. Puis c'est parfait parce que Benoit, c'était vraiment un lutteur pur, mais tandis qu'Angle était capable de divertir. Benoit, côté divertissement, oublie ça, là, zéro. Là. Il était vraiment pas bon, mais il était capable d'avoir une certaine émotion, puis il vendait quand même bien. Là. Il était crédible. quand même... Exact, il fallait lui donner ça. Là. Quand il vendait ses moves de même. Oui, encore en portefeuille. À l'accordéon. Il faut aller voir sur YouTube pour voir l'imitation. C'est parfait. Évidemment, après ça, après le pin, Angle, il est en tabarnak. Fait qu'il remonte sur le ring, puis il commence à frapper le monde. Il voit que des Angle Slams sur Guerrero, des souplesses. Puis là, Benoit rentre dans le ring. Puis il fait comment, c'est quoi ton problème, toi? Puis là, il continue à chasser Angle jusqu'au bout de la ramp. Fait que là, les deux équipes s'en vont. Puis la foule commence à huer Edge par la suite. Edge qui a piné Benoit. Là, fait que... Ça me fait rire parce que, tu sais, aussitôt que je pense, c'est quoi, c'est Angle, il a fait l'Angle Slam à Rey Mysterio, je pense, ou à Edge. Ouais, c'est à Rey, ouais, à Rey. Puis quand Angle et Benoit s'en vont, ben, tu vois, je pense que c'est Chavo qui rentre pour faire le compte pour essayer de voler la victoire. Ça marche pas, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ça faisait trop longtemps qu'il avait fait le move, là. Ouais, c'est ça. Donc, Edge se fait huer. Puis après ça, tranquillement, ben, Edge va se faire dominer par Los Guerreros. Ils vont y aller avec des moves par équipe comme ils sont capables de le faire là, dans le coin. Un petit peu de cheap shot de temps en temps avec l'arbitre. Jusqu'à temps que Edge réussisse à aller taguer Rey Mysterio, qui va être une maison de feu. Fait qu'il va y aller avec tous ces classiques, là, le fameux move, j'oublie le nom, mais le Bulldog en motion, si on veut. En wheelbarrow, là. En wheelbarrow, exact. Avec un dropkick dans le coin, un Hurricanrana du top, un Hurricanrana en courant, un West Coast. Ouais, c'est son springboard qui va juste un genre de X-Factor, mais qui saute juste l'entrejambe dans la face du gars puis il tombe avec. Là. Exact. Puis ça, c'est quand Rey Mysterio n'était pas tant blessé au genou. Fait que il faisait des moves un petit peu plus risqués. Puis il y a même un move écœurant à un moment donné un autre move qu'on voyait souvent dans les jeux vidéo. Là. Il court d'un corps, rentre la tête première sur Eddie Guerrero, il retombe en powerbomb, un facebuster après. Là. Ouais. Ça, c'est malade. Une série de pins aussi avec des comptes de 2 de Rey. Rey est vraiment dominant. Je pense que c'est un des MVP du match, honnêtement. Là. Ouais, pour vrai. Puis Rey 2002, c'est l'année qui est arrivée à WWE en plus 2002, je ne me trompe pas. Hein? Ouais, ben, il était là depuis peut-être 3-4 mois, peut-être, max. Ouais, exact. Puis moi, je me souviens, là, je l'ai déjà dit dans un épisode, ça fait vraiment longtemps, mais la journée que Rey est arrivé, c'était le draft, je pense. Un petit peu par après. Petite affaire par après. Puis il l'avait annoncé avec les masques et tout. Puis j'étais un gros fan de Rey. À cette heure, un peu moins, mais c'est normal, ça fait longtemps qu'on le voit. Là. Ouais, mais on était chez. Ben, je pense que c'était là, mais on était chez Dave. Puis on avait écouté un SmackDown quand Rey est arrivé chez Dave. Fait que, je me rappelle aussi parce qu'on avait un pool qu'on avait fait. Ouais, le maudit pool. Hein? Ah, bref, c'est dur. Puis c'est ça, Rey continue de s'acharner jusqu'à temps que Rey monte sur le 3e corps pour essayer de faire un. Dans le temps, il faisait pas juste un splash, il faisait un front flip puis tombait assis sur le gars. Ouais. Pour le piner, c'était un de ses finishes, je pense. Là. Il arrive pour le faire sur Eddie Guerrero, puis pendant que l'arbitre est un peu distrait avec Eddie puis Edge qui rampait de l'autre côté à terre, Chavo va lui donner un coup dans la jambe à. C'était ça qu'une ceinture? Ouais, avec la belt. Ouais, avec la belt dans le genou de Rey. Puis c'est un peu botch, pas botch comme finish, mais pas longtemps après, Eddie va y pogner la jambe en genre de single leg. C'est ça? C'est ce qui faisait sa prise de soumission, c'est le Asso from El Paso. Ah, c'est juste avec la jambe puis le bras, c'est ça? Ouais. Conan ne faisait pas la même prise de soumission? Non, je pense pas avec le bras. Il fait juste poigner la jambe puis il monte? Les deux jambes du gars en genre de Texas Cloverleaf un peu. Sauf qu'il ne s'assied pas sur le gars, il fait juste rester debout puis il tire par en arrière. Ouais. Puis évidemment, avec le coup de la ceinture, ben Rey va taper. Ouais. Je trouve ça cool parce que Los Guerreros gagnent les ceintures puis qu'il y a de la triche puis c'est un peu leur dada, mais je trouve ça un peu flat comme fin avec le match qu'on a eu. Ouais, moi je trouve ça correct. J'ai rien à dire contre le finish. Là. Je trouve que c'était correct. Ben, ça avait du sens à cause du coup de belt avant. S'il n'y aurait pas eu ça, je t'aurais dit non. Mais, mais le coup de belt, ça avait du sens. Là. L'affaire, c'est que c'est un coup de belt, il pogne, puis il tape, puis Edge, il n'est pas là. Je sais pas. Ouais, mais parce que Chavo le take-out avant. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je trouvais ça flat un peu, mais bon.
Ouais, c'est ben, juste en même moi. temps, c'est des heals, tu sais. C'est pas censé être un finish wow quand c'est des heals, là. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du match, toi? Moi, j'en ai donné pas mal mes impressions. Là, mais... Ben, regarde, un excellent match, là, pour vrai, là, tu sais. Je te dis tantôt que c'est un de tes meilleurs match que tu as vu à vie. Je ne serais peut-être pas jusque-là, là. Mais non, c'est un très bon match. Tout le monde a eu son shine, pour vrai. Il n'y a personne qui a eu l'air d'un moron, whatever. Là. Puis ils ont bien avancé aussi, évidemment, la story entre Benoit et Angle, puis sans rien enlever aux autres. Ça, c'est important. Puis ça, ce match-là entre Benoit et Angle, le payoff, c'était à quel pay-per-view? Je pense pas qu'il y a eu de payoff tant que ça. Pas longtemps après ça, Angle était dans le World Title Picture contre Big Show. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait eu l'aide de Brock, là, parce que Manny Brock, je pense qu'il partait. Puis Angle, il avait été le voir, puis il parlait, de dire qu'est-ce que Kevin t'a fait, c'est pas correct, mais non, de venger, puis tout. Puis, ouais, je pense que c'est arrivé à Armageddon ou Vengeance en fin de l'année. OK, parfait. Donc, excellent match. À date, le pay-per-view est très bon. Ouais. Il n'est pas parfait, mais très bon. Donc, j'ai hâte de voir les notes de TJ et la mienne aussi. Des fois, la mienne, je la modifie en parlant du show parce qu'on le regarde, puis après ça, on prend des notes, puis on dirait qu'on a revu un peu les moments avec nos notes. Là. Mais tu sais, moi, logiquement, quand je fais le retro review, je l'écoute une fois normal sans rien d'autre. Ouais. Puis après ça, je l'écoute en prenant mes notes. Fait que des fois, j'ai mal des affaires que je n'avais pas vues la première fois en faisant mes notes. Fait que c'est différent un peu. Donc, excellent segment. Et le prochain segment, ben, il y a le main event. Mais avant le main event, ben, évidemment, on s'en va dans le ring avec une promo, mon cher TJ. Yes, oui. Avec l'excellent Chris Nowinski. Ouais, la belle tune. L'excellente tune. Wow. Chris Nowinski a déjà été avec William Regal, non? Tu peux-tu? Je pense que non. Je pense qu'il était avec Teddy Long, là. Ça, je m'en rappelle. Là. Il était avec Mark Henry puis Rodney Mack, je pense que c'était quand il avait son masque protecteur. Là. Ouais. Puis ça avait été tenu par Bob Ray Dudley, je pense, puis il y avait un masque, il était avec eux autres. Pas longtemps avant ça. Mais sinon, il me semble que non. Peut-être un petit peu, une couple de semaines. Là. Mais je sais qu'il faisait beaucoup contre Maven là, à l'époque. Là. Ben, c'est les deux gars de Tough Enough, hein, c'est ça? L'excellent Maven, ouais. Puis il y avait Oslo aussi qui était mêlé à ça, vu que c'était le head trainer de Tough Enough aussi. Là. D'ailleurs, Maven qui est allé au Major Pod Podcast il n'y a pas longtemps. Ouais, il a recommencé à lutter un peu. Oh! C'est vague. Soit qu'il a commencé à lutter ou ben, il est manager, un des deux. OK. Je suis vraiment excité. Ouais. Sinon, tu parlais de Chris Lewinsky. Moi, je trouve ça dommage tout ce qui est arrivé à lui. Là. Il y avait beaucoup de potentiel. Puis, je sais que la comparaison que je vais faire est un petit peu boiteuse, là, vu que je peux comprendre. Là. Mais je le vois un peu dans le même moule qu'MJF, un peu. Trouves-tu? C'est tellement boiteux. Non. Moi, je trouve pas. Ben, Chris, c'était un gars qui faisait beaucoup de hit facile. Puis, il avait capable de parler. Parce que là, on a le hindsight qui n'a pas fait grand-chose par la suite, mais moi, je trouve que c'est pas différent. Comment il parle, je trouve que c'est quand même similaire. MJF est beaucoup plus agressif dans ses promos. Là. Oui, parce que c'est quand même WWE à l'époque. C'était pas RPG, mais pas loin. Là. Mais là, moi, je trouve pas que c'est si boiteux que ça. Là, je ne dis pas que c'est pareil. Là, je te dis juste qu'il y a des similarités entre les deux, je trouve. Je serais curieux de savoir l'avis des auditeurs si jamais vous. Dites-nous dans les commentaires. Puis c'est juste plate que les commotions, malheureusement, l'ont scrappé, mais il a fait beaucoup de bien par la suite. Là. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il fait encore beaucoup d'affaires là-dessus, là, du awareness pour les commotions cérébrales dans le sport. C'est ça. J'allais en parler après le segment, mais vu que tu es là-dedans, il y a eu des graves commotions cérébrales, puis il fait beaucoup de conférences pour propager la bonne nouvelle, puis aider les gens qui ont eu des commotions, puis accompagner les athlètes qui perdent un peu leur carrière à cause des séquelles reliées à la commotion cérébrale. Donc, oui, effectivement, il a comme trouvé son après-carrière avec sa blessure. Donc, c'est un peu, des fois, un mal pour un bien. Donc, maintenant, il est très utile à la société. Puis, c'est un ancien étudiant de Harvard, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça la tune qu'il jouait, c'est le chant de Harvard. Exact. Tu as ton chandail? Ben, si je l'ai, il ne me fait plus, ça, c'est sûr. Oui, il y a ça. En 2015, je pense. Bon, avant ça, même. 2011 j'étais tout qu'un athlète. Non, c'est pas vrai. C'est ça, Chris Nowinski qui vient dans le ring, évidemment, un classique. Il va insulter la ville de New York. Pas à peu près.
une ville assez facile. T'avais-tu noté des trucs qu'il avait dit? Moi, j'ai pas tellement noté. Là. Ben, évidemment, tu veux dire qui a interrompu sa promo tout de suite? Ouais, ben, il a été interrompu par V1 Matt Hardy. V1! Ouais. Il était là dans Matt Hardy version 1, par exemple. Ouais, il était cool. Matt Hardy a eu des bons layers, mais il n'a jamais été capable de garder ses personnages assez longtemps pour être intéressant longtemps. Ouais. Sinon, c'est ça. Ben, les deux, je pense qu'il y en a un qui dit qu'ils sont stupides, l'autre, c'est des losers. Puis ils disent, ils sont lupides parce qu'ils ont mis les deux mots ensemble. J'étais sûr que tu allais la sortir, celle-là. Ça me tentait pas de la dire, mais c'est correct. Ben, je vais juste répéter ce qu'ils ont dit. C'est pas moi. C'est pas toi, c'est lui. Puis, j'aime bien ça parce qu'à un moment donné, Matt Hardy dit qu'il n'a pas vu aucun match tout sign dans l'arena aujourd'hui. Puis Lawler, il dit not even one sign. Ça fait rire, ça. Parce qu'il dit ça genre tout bas, tu sais. Ouais. C'est pas la dernière fois dans ce show-là que Jerry Lawler dit de quoi tout bas pendant que quelqu'un parle, que je trouve ça bien drôle. Mais non, sinon, pas mal ça, là, tu sais, d'après ça, Matt Hardy dit après ça, il y a du monde qui dit qu'un gars de SmackDown et Drew ne peut pas se tenir ensemble, ne peut pas être d'accord sur quelque chose. C'est là qu'ils se font interrompre par qui? Par une sirène, mon cher TJ. Oh. Mais qui est-ce? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est là? Big Pop Scott Steiner en personne. Holla! If you hear me. T'as le tune pour vrai. Ouais, il est malade. Scott Steiner, là, pour vrai. Je le dis souvent, moi, les Steiner Brothers, c'est une de mes équipes préférées. Mais Scott Steiner en solo, il était capable de faire des bons matchs, mais il est divertissant comme pas possible. C'est vrai. Donc, Scott Steiner fait ses débuts, ses redébuts à la WWE. Donc, il arrive en ville, évidemment. Après ça, on va en parler, là, mais il y a eu une suite avec Scott Steiner. Veux-tu un petit fun fact avant ça? Ah, vas-y. Scott Steiner, évidemment, tu dis c'est un redébut à la WWE. Il était à la WF en 1992, il est arrivé vers la fin de l'année. Ouais. Mais son dernier match qui a été fait à la WF avant qu'il parte en 1994, c'était contre IRS. Ouais. Deux des meilleurs de la lutte. C'est parce qu'il a vu, faut jouer contre IRS, je m'en vais du site. Ouais, soit ça, ou soit qu'il n'a pas payé ses impôts. Un des deux. Ouais. J'irais peut-être pour la deuxième. Ouais, payer tes taxes. Peut-être un petit peu des deux, peut-être. Et Scott Steiner ne perd pas de temps. Il va de coups. Avec sa grosse cote de main, il va de coups d'avant-bras. Matt Hardy pousse Lewinsky en premier. Ouais, évidemment, comme un chicken shit. Ouais. Avec les gros clotheslines avec les gros bras de Big Bob. Les souplesses, corps à corps. Ouais. Donc, avec toi. Corps à corps avec toi. Les moves classiques de Scott Steiner. Donc, évidemment, un an après le. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus l'année Matt Hardy sur Lewinsky. Oui, exact, en dehors du ring. Ouais, juste ça, quand même. Puis, évidemment, c'est un an après le draft. Fait que, pas le draft, l'Alliance, c'est l'année d'avant. Ouais. Fait que Scott Steiner n'était pas dans la gang qui est allée de WCW à WWF pour l'Invasion. Dommage, ça aurait pu être bon. C'est parce qu'il se faisait payer encore par Time Warner. C'est pour ça qu'il avait le choix d'aller là-bas puis pas se faire de lutter ou de rester chez eux puis se faire payer. Fait que, il a pris l'option B. Parfait. Ça, il n'a pas très nuit parce qu'il y a eu quand même d'autres bons contrats par après. Ouais. Donc, évidemment, il prend le micro après puis il dit Big Pop Brazil Cup, all up if you hear me, New York City. Mais avant ça, tantôt je parlais du mot de Rico qui a été coupé au network, là, où il dit comment Jeff goddammit. Mais ça aussi, ça a été coupé au network, là, parce qu'il dit pas, avant qu'il y ait le micro, il dit give me a fucking mic. Ah. Wow. Ils l'ont coupé à la version du network, mais tu sais, je trouvais ça plus hot quand il le disait, parce que ça faisait vraiment Scott Steiner, une affaire qu'il dirait, tu sais. Il dirait pas donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Il dirait pas donnez-moi le micro, s'il vous plaît, monsieur. Fait que je trouvais ça, c'est juste dommage qu'ils l'ont coupé, mais en même temps, je peux comprendre. Là. Ouais. Sinon, segment très divertissant. Un bon segment qui a sa place, qui n'a pas été trop long. Un bon pop. Un bon pop de Scott Steiner, évidemment. Et Nowinski et Matt Hardy ont fait leur job de heel, puis c'est cool d'avoir du TV time pour eux autres. Ouais. Puis, ça va se gâter un peu pour lui par après, là, pendant sa feud contre Triple H, les mois d'après. Puis, évidemment, on est en plein dans le milieu de ring d'intérieur de Triple H, là, puis Steiner n'avait aucune chance.
Sauf que je vais le dire, là, c'est pas mal. Stunner n'a aucune affaire à battre Triple H dans cette époque-là, même si j'aime pas Triple H. Ouais. C'est pas mal un des seuls que je te dirais dans le ring de la terreur qui n'avait pas à le battre. RBG, je pourrais faire un argument pour, d'autres gars aussi, là, comme un gars que je vais le mettre tantôt. Mais Scott Steiner n'avait aucune affaire à le battre. Mais les matchs n'étaient pas bons, vraiment, vraiment pas bons. Mais les promos, les storylines étaient écœurantes. Surtout l'affaire de push-up avec Triple H, puis l'autre, puis les pose down, ça c'était malade. Et on va reparler d'un de ces matchs-là en 2023, aux alentours de février, TJ, hein, si tu te souviens bien. Non, je ne me souviens pas. Merci de me le rappeler. Parfait. Ben, tu sais pourquoi on va en reparler, hein? Je m'en doute. Parfait. C'est bon. J'aime ça. Oui, je me rappelle. Ben, tu t'en rappelles. Sinon, je te le dirai après. Là. Désolé pour les auditeurs. Attendez en 2023. Oh, c'est méchant. Ouais, très méchant. Et là, évidemment, il y a Eric Bischoff qui va se diriger dans le ring. Qu'est-ce que pourquoi tu ris? T'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, parce qu'il y a un robot de Shawn Michaels après ça. Ouais, avec Terry Reynolds qui court après pour l'interviewer. Oui, puis l'interview commence, puis il dit une phrase, puis ça se fait couper par quelqu'un. Mais le RNN, Randy News Network. Ah oui, avec un jeune Randy Orton. C'est vrai. Avec le bras, avec le sling. Là. Puis, tu sais, Jim Ross était en crise. On veut pas savoir ce qu'il veut, on veut écouter Shawn Michaels, ce qu'il avait à dire. Puis là, Orton, il dit j'aimerais remercier Sherry, l'hôtesse de l'air, m'a donné un pillow d'extra, un oreiller d'extra. Puis il fait un petit clin d'œil. Puis tout bas, il y a Jim qui dit Do you really give a damn? Ça m'a fait bien rire. Puis évidemment, ça, c'est vraiment le Randy Orton là, avant celui qu'on connaît. Que t'aimais. Ben, il était cool, il était drôle, il était intéressant. Moi, le Randy Orton, là, ce qu'il a scrappé pour moi, c'est quand il est devenu le Viper. Là. Quand il est devenu son gars plus dark, là, un peu. Là. Avant ça, là, dans le temps d'Evolution, il était cool. C'était tellement un gars de la gang, facile. Pas charrier, là. Ben, côté package, divertissement, puis lutteur, je trouve que c'était le meilleur de la gang. Là. Triple H, non. Ric Flair, il avait de la misère un peu, puis Batista, ben, c'est Batista. Là. Un jour, il va falloir que tu apprennes à respecter H. Hey, je donne du crédit à Randy Orton, il me semble que c'est assez. Non, c'est H le meilleur. Non, pas en tout. Puis parce que non, quand Randy Orton a gagné son match, là, le championnat, la ceinture contre Benoit, là, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Prendre la place du meilleur. Ben oui, hein, c'est sûr, ben oui. Ça a pris 3 gars pour faire ça à Randy Orton pendant qu'il ne savait pas que ça arriverait. Méchant bon champion, ça. Le pedigree is the solution. On parlera pas du face turn d'Orton, parce qu'à part le début, après ça, c'était. Mais bon. Fait que non, dans ce temps-là, j'avais Randy Orton. Je ne me dérangeais pas pantoute. Non. Il se faisait même des bonhommes dans les jeux vidéo pareils comme lui pour faire une équipe. C'est mon tag team partner, les Young Guns, c'est Randy Orton et Greg Thomas. Avec des culottes bleues avec les lignes jaunes sur le côté. Oui. C'était malade. Que le bon temps nous amène. Évidemment, Eric Bischoff ensuite se dirige vers le ring pour parler des règlements et de la création du Elimination Chamber, où il va avoir les fameuses pods. Et parenthèse, Elimination Chamber sera à Montréal au mois de février prochain. Et TJ et moi seront sur place, mesdames et messieurs. Yes, sir! En direct, en direct. Mais pas juste pour ça, pour SmackDown aussi. T'es-tu sérieux, toi, 2 soirs? Ben, ça a l'air à ça. Tabarnak, là. Ça va être fou! Dommage qu'il check beaucoup là-bas parce qu'on pourrait faire un beau BTI, mais je pense que ce sera pas possible. On demandera à un autre podcast, peut-être qu'on va pouvoir avoir l'occasion. Ils sont bons dans les vidéos, eux autres. Parfait. Tu ferais un petit email à ton chum H. Là. Hey, pour vrai, là, si quelqu'un écoute le podcast et qu'il a un pouvoir quelconque de me faire rencontrer Triple H pendant 2 minutes. 2 minutes. Je sais pas ce que je peux vous donner, mais je vous le donne. Pour vrai, que ce soit ma femme, mon enfant, de l'argent, ma mère, ça serait pas tellement compliqué. Ouais, ça, je pense que ça te dérangerait pas partout. N'importe quoi, pour vrai, c'est un de mes rêves. H, moi, c'est mon idole. Fait que j'aimerais ça le rencontrer. Au moins, juste serrer la main et dire que, hey, aide-toi le gars, aide-toi. Parfait. Moi, je veux tout de suite avec toi et dire ton plan marché, félicitations. Non. Ben, combien de temps tu fais ton plan là, depuis 95? Hein?
Tu lui dirais pas ça. Tu te Ben, pisserais dans les culottes puis tu lui baiserais les pieds royales. Je dirais pas les pieds de personne. Je serrais la main puis je dirais que je dirais rien, mais je serrais la main puis je le respecterais. Là. Je sais même pas si je t'apporterais avec moi parce que tout ce que tu dis sur lui sur ce podcast-là, là, ben, il sait pas, lui. Ben, si je dis. Bon, tu le diras pas, toi. C'est vrai que j'ai juste 2 minutes, puis mon anglais n'est pas écœurant. Tu diras pas rien sur moi avec 2 minutes. Ouais, on va juste dire thank you, I love you, bye bye. Tu vas-tu essayer de faire un hug? S'il est consentant, je peux aller plus loin. Je sais ce que tu vas dire. Hey, je suis l'épaule à Breaking Point 2000. Viens-tu de moi? Wow. Mais pour vrai, n'importe qui, là. Ouais. Même Pat Laprade, là. Je veux pas de billet, je veux juste rencontrer H. Parfait. Sinon, Zach Patterson, t'écoutes-tu le podcast? C'est un dark match, fais-moi rencontrer H. Je t'adore, Zach. C'est vrai le pays. Ben oui, c'est vrai. Il est fin, je suis fin. Puis là, on va se diriger vers les règlements du Elimination Chamber, évidemment, où ce qu'il va y avoir. C'est-tu 4 pods qu'il y a? C'est 4 pods, ouais. 4 pods avec 4 personnes qui vont être enfermées dans les pods, 2 personnes qui vont commencer dans le ring. Et à chaque. C'est-tu 3 minutes? Je pense que c'est à chaque 3 minutes. 5 minutes? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a diminué, c'est plus 5 minutes, là. Ben oui, Chamber, c'est encore 5 minutes parce qu'il y a juste 4 personnes. T'as raison. Fait que 5 minutes. À chaque 5 minutes, il y a une pod au hasard qui s'ouvre avec des lumières qui font. Mais on doit voir ça en direct. Et il y a une pod qui s'ouvre. Puis, évidemment, pas de spoiler alert, mais il n'y a jamais vraiment. Les pods finissent jamais vraiment leur soirée. Ils sont toujours un peu détruites. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins. Oui, c'est ça, exact. Puis, c'est ça. Fait que c'est l'heure du match, le dernier match, le main event de la soirée, pour la première fois, pour le championnat World Heavyweight Champion détenu par Triple H. RVD, Shawn Michaels et sa coupe de cheveux courte et les culottes les plus laides que j'ai vues de l'histoire en brun. T'as-tu l'histoire pourquoi c'est comme ça? Je m'imagine que oui. Non, toi tu vas le dire. Triple H, Chris Jericho, Booker T et Kane. Toutes des adversaires que Triple H a battus pendant le ring de la terreur. Mais dans le fond... le règne de la terreur, pas le ring de la terreur. Ça, c'est sur la route de l'horreur à chaque 2 semaines de jeudi. Merci. Allez voir le dernier. C'est Dave qui est dedans. Vous parlez des masques dans le monde de la lutte et de l'horreur aussi. Merci pour la plug. De rien, ça fait plaisir. Puis, c'est ça, mais il y a un bout que j'aime bien. Là, pas un bout, mais avant, ils n'ont pas fait de promo avec Triple H. Là. Il était backstage, puis tout, il était avec Ric Flair, puis tout. Puis j'ai même aimé comment il a mis sa promo. Là. Il a dit I just got a ticket to hell. I'm just wondering who's coming with me. C'était nice. J'aime pas Triple H, mais je trouvais ça nice comme phrase. Triple H, c'est un des meilleurs pour faire des promos, là, pour vrai. Yeah, right. Oh, come on! Oh, ouais. Oh, come on! C'est quelque part, moi. Gonzalez! That's dirty! On va arrêter. C'est Mars en Christ. Non, tu sais, il est pas. Moi, ce que j'aime pas, tu vois, souvent, c'est comment il deliver ses promos, puis comment que ça peut être long des fois, là. Tu sais, je ne dis pas qu'il est totalement un zéro dans les promos, là. Il est bon, là, mais je ne vois pas Triple H comme un des meilleurs. Là. Non. Ou quelqu'un qui peut faire de la comédie puis du vrai storytelling sérieux, les deux à l'opposé, de la même façon, excellente. C'est un des meilleurs au micro ever. Pour Mark Angle. Oui, ben oui, de loin. Oh, de loin, de loin. Oh, hey. Oh, hell no. T'es fou, toi. 1000. Faire quoi? Tout! Ben non, t'es fou. Ben non. Okay. Ben, regarde, t'as-tu d'autres choses à dire, c'est culottes brunes? Ou... C'est vrai, c'est ça que au début. Oui, c'est ça, exact. Oui, non, mais parce qu'en fond, les culottes brunes de Shawn Michaels, ben, il n'était pas fini. C'est juste ça. Il les a portés pareil, mais il n'était pas fini. Parce qu'il y a eu un problème avec la personne qui les faisait. Je pense qu'il était malade de quelque chose de genre. Fait qu'il les a eu pas fini, puis il a dit fuck off, on va prendre pareil. Ouais, dommage parce que c'était quand même un moment important. Ouais. Avec sa petite coupe de cheveux, comme tu as dit tantôt, là, coupé vraiment court. Là. Ben, il était cool quand même. À part les pants, il était cool pareil. Ouais, il avait l'air d'une nouvelle maman qui voulait changer la coiffure parce qu'elle est maman. Tu sais, les mamans, ils se font toujours couper les cheveux courts un peu. Ouais, j'ai compris le lien. Parfait. C'était pas très subtil. Non. Donc, l'Elimination Chamber, mon cher TJ, les lutteurs font leur entrée, évidemment, dans le ring et chacun va prendre sa pod.
Donc, les 2 premiers lutteurs qui vont être dans le ring et le champion défendant. Comme un vrai champion, il décide de commencer le match. Triple H va se battre contre Rob Van Dam en commençant. Donc, d'excellents spots entre Van Dam et Triple H. Pour vrai, Van Dam a quand même dominé la plupart du 5 minutes. Puis vers la fin, quand la pod est arrivée pour ouvrir, ben, Triple H dominait plus. Il est allé évidemment de ses moves. Un spinal kick, c'est un Van Terminator, c'est un Rolling Thunder, excusez-moi. Ouais. Rolling Thunder sur Triple H. Ouais. Et il a aussi fait son spot dans le coin avec ce qui donne un coup d'épaule, la petite pirouette, une vraie pirouette, pas une roulade, puis un autre coup d'épaule. Ouais. Je ne veux pas blesser personne, là, mais. Quoi? J'ai rien dit, je t'attends que tu continues. Parfait. Donc, évidemment, après ça, il y a une pod qui s'ouvre et c'est un des champions par équipe de Raw, Chris Jericho. J'ai raison, hein, c'est un des champions par équipe de Raw. Ben, à ce que tu en parles, je pense que tu as raison, mais je ne me rappelais pas pendant tout. T'as Christian, j'imagine? Ouais, puis check bien. Dans le graphique. Ah ben oui, ouais, t'as raison. OK, ouais. Hein? Pas le gars, pareil, hein? Okay. Ben, moi, je me rappelle juste pas, là, mais c'est correct. Ben, pour toutes les autres affaires que tu te rappelles, je te pardonne. Il y a ça. Donc, Jericho, qui était heel à l'époque, ben, va sauter directement sur Rob Van Dam, qui est déjà à terre, évidemment. Ah, mais oui, parlant de Jericho, justement, dans les entrées du match, il est arrivé. Puis il y avait évidemment la tune de Ten Furious, c'est Always a Saliva. Le Saliva, il faisait sa tune à lui. C'est vrai, t'as raison. King of My World. Puis ils l'ont fait en direct de là-bas pendant qu'il rentrait. Fait que c'était cool, pareil. Oui, c'est vrai. Puis elle est bonne, la chanson, quand même. Oui, elle est bonne. C'était sur l'album Forcible Entry. Oui, exact. Ouais. Qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Un excellent podcast sur la musique, vraiment. Là. Allez le voir, puis allez l'écouter surtout sur. Oui. Audio, il est meilleur quand. Oui. Ouais. Apple Podcast, Valor Québec, Spotify. Allez voir ça. Yes. Donc, c'est ça, Jericho qui va attaquer Van Dam. Puis pendant quelques minutes, là, Jericho puis Triple H vont double-teamer RVD sans trop faire de moves extraordinaires. C'est vraiment juste des attaques en attendant une autre personne qui va rentrer. Mais pas eux autres, par exemple. RVD a fait de quoi de spécial, par exemple? Oui, vas-y. Si tu veux... Ben, je sais pas si ça non, mais tu as le droit d'interrompre, ça ne me dérange pas. Ben, il a fait Jericho, maintenant, le pitcher. Je pense en dehors. Dans la cage, puis tout. Mm-hmm. Puis il a fait un beau spot à la Spider-Man. Il a sauté, puis il est resté pogné dans le chamber, puis il a sauté en crossbody sur Jericho. Fait que c'est un beau spot pour vrai, puis il y a un méchant gros pop quand il a fait ça. Oui, puis ça, c'est pendant que les deux gars dominaient, ben, c'était le prochain mot, mais c'est correct que tu le dis, on était rendu à Noé. Fait qu'il a fait un saut de l'ange, comme tu disais. Ouais. Triple H s'est retrouvé, ben, les deux étaient à l'extérieur sur le plancher de. Comme un petit peu un grillage, là, si on veut. Un grillage de métal. Là. Ouais. Puis Triple H était tout seul dans le ring pour que l'entrée numéro 4 fasse son entrée. C'était Booker T. Donc, tout de suite en partant, Booker T est une maison de feu, comme tu aimes le dire souvent. Fait qu'il va y aller avec ses coups. C'est vrai, il va y aller avec ses coups. Ha! Ha! Un punch de Robert, un autre punch. Close line de Triple H esquivé, court des cordes, son fameux coup de la jambe. Ah oui, le Harlem Sidekick. Le Harlem Sidekick. D'ailleurs, parenthèse, j'ai vu des nouveaux bonhommes de Harlem Heat sur le site tantôt, sur le groupe CWC, je pense, ou Montréal Figure. C'est très possible, oui. Je suis tanné. Ah ben, ils sont sortis ça fait longtemps, eux autres, par exemple. Ouais, mais je suis tanné parce que si quelqu'un les a achetés à Montréal, ça veut dire qu'ils sont pas loin. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu devrais t'enlever de ces groupes-là de temps en temps parce que sinon, tu vas tout dépasser ta paye dedans. Ben ouais, j'ai vendu un rein. Tu vas me dire qu'il ne me servait pas à grand-chose, mais je l'ai vendu pareil pour acheter des bonhommes. Ça dépend c'est à qui tu l'as vendu. Hein. Mais au Sherlock. Okay. Fait que Booker T continue ses attaques, va dans le coin, malmène Booker T, malmène Triple H jusqu'à temps qu'il tombe à terre. Puis il va même y aller il va monter sur la troisième corde pour y aller d'un dropkick. Ah ouais, un dropkick en premier, puis oui, il a fait après ça le saut, le front flip, leg drop sur Triple H en plein sur le museau. Puis comment ça s'appelle? Je me souviens pas comment ça s'appelle. Le Harlem Hangover. Ah, Hangover, je le connaissais parce que je l'étais souvent, mais Harlem, non. Ouais, ça. Fait que. Excusez-moi. Et après ça, Chris Jericho va remonter dans le ring pour attaquer Booker T. Et Jericho va prendre l'avantage tranquillement jusqu'à ce que RBD revienne et égalise le tout.
Et tout le monde est un peu, comment je pourrais dire, tout le monde est un peu shaky. Tout le monde se frappe un peu, tout le monde est debout, mais personne n'a vraiment l'avantage jusqu'à temps que la pod s'ouvre et le Big Red Machine va embarquer. Et là, ça va y aller à qui mieux mieux. Hein? Des coups de chevaux comme ça. Ouais. Juste une maison de feu quand il arrive. Hein? Oui, vraiment une maison de feu sans jeu de mots. Big Boo, Sidewall Slam, excusez-moi, Body Slam, Elbow Drop, Leg Drop. Il a même pogné, c'était ça RBD, c'était Jericho qui a fait un peu un move à la Ric Flair, qui l'a pogné sur le top rope et l'a pitché. Donc, d'excellents spots, évidemment. Et c'est ça, on est rendu là, mon cher TJ. Ouais, je me souviens... Oui? Dis donc. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, le Frog Splash sur Triple H. Ouais, ben, c'est pas tout de suite, ça, c'est un petit peu plus tard, me semble. Non? Ben, il me semble que c'est pas longtemps après ça. Là. C'est quasiment au début du match. Là. Pas au début, mais. C'est avant que Shawn Michaels arrive, en tout cas. Oui, ben, je pense que c'est un petit peu avant que Kane arrive, même, je pense. Tu penses-tu? En tout cas, on va en parler. Pas loin, là. On va en parler tout de suite parce qu'on était, anyway, c'est pas du play-by-play exactement. Non. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé en général. Mais oui, RBD est allé sur le top de la pod en haut. Puis, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'espace parce qu'habituellement, RBD, il se propulse avec les cordes. Fait que c'est le saut de la grenouille, pas à peu près. Ouais. Mais là, il a fait son saut de la grenouille vraiment comme penché. Puis, il a essayé de. Il n'y avait pas de propulsion. Fait que quand il l'a fait, il a comme un peu essayé de se déplier, mais il est revenu vite. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils pas déplié ben. Ils n'ont pas déplié, puis le genou est arrivé direct dans la gorge de Triple H, le souffle a complètement coupé, il a arrêté de respirer. Ben oui. Il était à l'hôpital après ce match-là. Là. Oui, il était à l'hôpital après le match. Pauvre H, si j'avais été là, j'aurais pris soin de lui, pas à peu près. Ouais. J'aurais amené une petite purée. Une petite purée, ouais, ça. Puis non, tu sais, fair play, évidemment, lui, là, Chris, je l'aime pas, là, mais j'ai beaucoup de respect pour ça. Là. Chris, le gars, il mange un five star dans les premiers 10 minutes, puis après ça, il fait le 3/4 du match après ça, puis il n'y a pas de trouble. Là. Mais non, vraiment un gros respect pour ça. Ouais, puis c'est un move que tout le monde se rappelle. C'est un spot un peu mémorable, mais pour les mauvaises raisons. Ouais. Mais, c'est pour ça que j'étais habitué de faire ça, là, faire des. Continuer quand il ne devrait pas. Là. Mais tu sais, ça va paraître comme je veux juste le défendre, là, mais ouais. Triple H, à part peut-être le booking qui s'est aidé beaucoup parce qu'il y avait du pouvoir, là, mais reste que c'est un des gars les plus passionnés de la lutte. Là. Il aime vraiment la lutte. Là. Il aime vraiment son sport. Là. Nous autres, souvent, qu'on regarde beaucoup de lutte, on en faisait beaucoup aussi avant. Là. Mais tu sais, lui, Triple H, c'est vraiment un gars qui pensait juste à ça. Là. Il en mangeait, il en buvait, il dormait le soir, il pensait à ça. Tu sais, il paraît comme nous autres, là, il aime ça, la lutte, là, comme si c'était sa vie quasiment. Oui. Puis le fait qu'il ne puisse plus lutter aujourd'hui, puis lui, il a toujours dit qu'il voulait pouvoir jouer avec ses enfants le plus possible en étant vieux. Fait que le fait qu'il ne puisse plus lutter aujourd'hui, ben maintenant, il peut diriger, fait qu'il peut créer un peu, continuer à créer des moments dans la lutte. Là. Donc, ça pour dire que. Le trafic. Hein? Exact. Oui, le trafic, il y en a eu pas mal dans la dernière année. On vous en reparle dans notre show de review de fin d'année, bientôt, partout. Et évidemment, comme tu disais, là, la blessure à Triple H. Puis si je ne me trompe pas, la première pod, parce que je ne l'ai pas marqué en texte vraiment, mais la première pod, c'est Kane et Jericho, je pense, qui l'ont fracassé. Là. C'est Kane qui lance Jericho dans la pod, ouais. Oui, la fameuse pod fracassée pour la première fois. Ouais. Il y a une élimination en même temps que ça, me semble, non? Oui, il y a une élimination. Il y a Rob Van Dam qui est éliminé par Booker T. À 13 minutes 37 du match exactement, mon cher TJ. Avec un missile dropkick out of nowhere, hein? Oui, missile dropkick, tu dis out of nowhere, mais à WCW, c'était son finish avec Harlem Heat. Ouais, je sais, mais ça faisait combien d'années la WWE qui avait fait ça pour gagner un match? Là? Ouais, je sais. Tu sais, moi, je trouvais ça un peu une animation anticlimatique, un peu pour RVD. C'est un peu dommage pour lui, en même temps, c'est correct. Là. Puis surtout que Booker T l'avait fait à Triple H avant, puis il ne l'avait pas piné. Mais, parce que c'était le champion. C'est un peu stupide. Là, mais... Non, c'est ça. En même temps. Puis pas longtemps après, là, 4 minutes après exactement, Booker T s'est fait éliminer par Chris Jericho, par pinfall aussi. Ouais, après le Lion Salt. Ouais, exact. Lui aussi, Booker T, je trouve qu'il est arrivé un peu out of nowhere sur l'élimination. Puis aussitôt que le compte de 3 s'est fait, là, il y a eu beaucoup d'huée de la foule là, qui était. Tu sais, on parle évidemment de Shawn Michaels qui va être dans ce match-là aussi, mais je pense que le gars le plus over du match, c'était Booker T, là, avec les fans, là, sans aucun doute.
Puis, tu sais, il commençait à être super over dans ce temps-là. Puis, tu sais, moi, je l'aurais fait gagner la belt à genre WrestleMania 19. Là. Ouais, mais ça, je suis pas d'accord. Mais pas en même c'est temps, ouais, c'est ça, exact. En même temps, j'ai un peu un parti pris pour ce match-là. T'es pas très partial. Non. En parlant de pas très partial, les pantalons d'HBK vont faire leur entrée dans le ring en dernier. Donc, comme 6e membre. Grosse histoire avec Triple H, évidemment. Hein, HBK, on n'en a pas parlé dans le preview d'avant-match, mais il y a eu on a parlé beaucoup dans le podcast avant, par exemple. Oui, il y a eu le fameux match à SummerSlam où HBK a fait son retour dans le Street Fight, un excellent Street Fight match qui avait. Qu'on a fait, qui avait élevé des passions à l'époque chez nous, avec plusieurs personnes qui écoutaient ce pay-per-view-là. Ouais, c'était malade. Je me suis fait avoir comme un enfant. Tu l'étais à peu près en 2002. Ouais, j'avoue. J'étais pas. Oui, on avait 14 ans. C'est ça. C'est 14 ans? 14 ans. Un jeune enfant. Un jeune adolescent. Ah, j'étais cute. Non. OK. Fait que là, c'est ça, Shawn Michaels qui arrive, évidemment, comme tous ceux qui arrivent dans le Chamber, Maison de Feu aussi. Donc, les spots habituels à la Shawn Michaels, mais de très courte durée quand même. Là, ça a été peut-être un des moins dominants à son arrivée. Mis à part RBD qui était premier. Et que lui, avec Triple H, il n'y a pas eu beaucoup d'over à part quelques spots, là, le Spider et le Frog Splash. Ouais. Et pas longtemps après, Chris Jericho va éliminer Kane aussi. Donc, 2 éliminations back-to-back pour Jericho. Avec un Lion Salt, encore une fois. Avec un Lion Salt, encore une fois. Move dominant. Au moins, il ne l'a pas fait taper. Ça a plus de sens. Bon, reviens-en. On parle de Jungle Boy et Luchasaurus. Ouais. Et évidemment, on va passer à 8 minutes plus tard avec un beau switching music entre les deux palettes de Chris Jericho pour le compte de 3. Donc, Chris Jericho, après avoir éliminé 2 personnes, se fait éliminer par les plus belles culottes brunes of all time, Shawn Michaels. Justement, c'est ça que j'aime beaucoup de ce fait-là, c'est qu'il a éliminé 2 personnes avec le Lion Salt. Puis un petit peu avant l'élimination, là, il a fait un Lion Salt à Shawn Michaels. Puis, tu sais, évidemment, les fans viennent de voir 2 gars se faire appeler par le Lion Salt. Fait qu'ils font ça à Shawn Michaels. Ils disent, bon, ben, lui aussi, c'est fini. Puis quand il dégage, ça fait un gros pop parce qu'évidemment, le monde a été conditionné à voir que les autres n'ont pas dégagé de ça. Kane Booker T. Fait qu'ils disent, ah, Chris, c'est nice. Fait que j'ai bien aimé qu'ils ont fait ce move-là. Je trouve que c'est très bien pensé. Oui. Puis, évidemment, il reste 2 personnes à la fin. Triple H était un petit peu plus effacé à cause de sa blessure dans le match après. Il y a eu quelques spots, mais il a mangé, entre autres, un chokeslam et un slingshot aussi dans Chamber. Puis, il y avait Busted Open à ce moment-là. Triple H aimait beaucoup ça saigner. On parle de Moxley, mais Triple H, ça, à l'époque, il saignait beaucoup là, quand même. Même la cage était ouverte aussi, me semble. Je pense plus au début, par exemple. Oui, exact. Mais bon catch là-dessus. Puis Triple H, Shawn Michaels, avant qu'on aille pour la finale, TJ, il y a eu l'historique comme on parlait. Il y a eu aussi le fameux la chaise roulante, puisque Shawn était en chaise roulante un peu avant. Puis Triple H le narguait, si on veut. Il est arrivé dans l'entrée, puis il s'avait levé de la chaise roulante. Puis c'était comme, oh my God, il va pouvoir lutter. Il y avait un casquette match avec Kane aussi, que Shawn était dans le casquette. Oui. Il avait fait perdre Triple H avec en sortant du casquette, puis un beau super kick d'en face. Là. Exact. Fait que c'est super bon. Puis pour la fin du match, t'avais-tu aimé ça, toi, à la fin? Il y avait le Sledgehammer qui était là, évidemment. Ouais. Tu sais. Je vais te laisser y aller. Vas-y que le reste. Ça, c'était cool parce que Triple H, il a fait le pedigree. Fait que, tu sais, logiquement, c'est censé être terminé. Puis même là aussi, il était content de sa shot. Il disait, je te l'avais dit, c'était pas arrivé, le pedigree, il va gagner avec ça. Puis quand il y a eu le kick-out, la foule a vraiment explosé, vraiment de joie. C'était vraiment cool. Puis encore plus, après, tu vois, je l'ai resté encore une fois, le pedigree. Puis Shawn s'est juste levé puis il a fait faire un backdrop. Puis après ça, il a fait le super kick. 1, 2, 3, victoire de Shawn Michaels. Puis le point est encore plus gros que quand il est dégagé du pedigree. Là. Puis juste le regarder, là, ça donne vraiment des frissons. Puis je n'ose même pas imaginer avoir été dans la foule pour ce moment-là, comment ça aurait été malade. Ouais. Puis c'est la première ceinture que Shawn avait depuis 1998 quand il avait perdu contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 14. C'est ça, hein? 14, oui. Ouais. Qui avait battu Shawn pour avoir la belt? Qui que Shawn a perdu la belt contre? Austin? Non. Shawn a gagné la belt contre? C'était Brett, non? Oui, c'est ça.
C'est ça, hein? C'est Brett. Oui, en effet, oui. Tu m'as-tu posé une question en n'étant pas sûr de la réponse, toi? Non, ça m'a fait le gars d'avant, je savais. OK. C'était Brett. C'était comme... c'était Brett, C'était Brett. OK. Carlis. J'étais comme... Là, il me déçu, là? Ou... fait que c'est ce qui met fin avec les confettis qui descendent du Madison Square Garden. Un très beau visuel avec la cage, Shawn Michaels avec la grosse... la Big Gold. Dans la foule, là, il y a des decks. Là. Merci beaucoup. Honnêtement, je pense pas que Shawn... C'est correct qu'il y a eu un dernier règne. C'est son dernier règne de champion, si je me souviens bien. Oui. Il y avait-tu battu Jericho pour la World Heavyweight? Non. OK. Je pense pas. En tout cas, tu me mets un doute dans la tête, là, mais je pense pas. OK. Puis, je sais pas. Je comprends le moment, mais moi, son règne de champion m'a rien fait en tant que tel. Peut-être parce que j'étais trop Triple H à cette époque-là. Mais je sais pas, ça m'a rien fait. Moi, j'aimais mieux Shawn avant en tant que champion. Je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de belt à ce moment-là. Non, c'est sûr, mais pour le moment, pour le choix en tant que tel, puis le comeback de Shawn, c'était un beau clash de boucle, si on peut dire ça comme ça, de devenir champion après tout le time-off qu'il avait eu puis ses blessures. Fait que c'est plus, je pense que c'est plus une récompense pour lui dire merci beaucoup d'être revenu puis de lutter puis d'être moi aussi un head case backstage qu'il était avant. Là. Exact. C'est un born-again Christian. Là. Fait que non, mais c'est vrai. Ah, je sais. Puis, non, c'est ça. Sinon, pour côté du match, c'est un 100 000 event pour vrai, avec beaucoup de l'action et de l'émotion. Puis, le finish, c'est vraiment, comme j'ai dit, vraiment un feel-good moment. Là. C'est comme ça qu'on finit un show de lutte. C'était excellent. Parfait. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Excellent match, excellent premier match, d'excellents lutteurs. Une des meilleures moutures du Chamber, évidemment, de tout Chamber confondu. Il y en a d'autres très bons aussi, là, mais rien à dire sur tous les lutteurs qui étaient là. Ils méritaient amplement leur spot. Tu pourrais que tu l'as gagné par après, la belle, pas longtemps. Oui, pas longtemps après, parce que... C'était pas le Three Falls? Armageddon, Armageddon, oui. OK. Le mois d'après, dans le fond. Oui, parce que Triple H, il affronte Steiner pour la belt janvier, février. Ouais. Au Rumble, fait que, OK. Rumble, puis No Way Out après. Ouais, c'est vraiment, vraiment, comme j'ai dit, là, un cadeau pour Shawn pour dire merci d'être revenu. Là. Ouais, puis Shawn voulait, je pense pas qu'il voulait la belt nécessairement, fait qu'il le redonnait à Triple H après. Puis continue, mon chum, vas-y. Ouais, c'est en change Click Members, c'est ça qu'ils font d'habitude. Hey, Too Sweet! Ouais, c'est ça. En parlant de Too Sweet, c'est ce qui complète Survivor Series 2002. Excellent!
C'était pas payé. C'est pas payé quand même, hein? C'était pas payé. J'étais nerveux. Ben, j'étais nerveux, pour vrai. Ah, mais c'est correct puis, d'être nerveux. C'est bon. Puis, ben, ce qui est le fun, c'est qu'on le fait différemment aussi. Fait que, tu sais, Ouais. je peux pas faire un copier-coller comme tu peux pas faire un copier-coller parce que sinon, ça marcherait pas. Fait que chacun notre façon. Puis, c'est ça. On run with the ball. Puis, parlant de running with the ball, ben, on va y aller avec la note du pay-per-view en premier ou c'est-tu les matchs ou la note qu'on donne d'habitude? C'est les matchs, hein, oui. OK. Fait que ben, je vais te laisser y aller avec ton worst. Le meilleur premier ou le worst? Meilleur, oui, hein? Toujours meilleur, worst, puis note. OK. Fait qu'on va avec le meilleur. Le meilleur match de la soirée, je vais y aller avec le Chamber match. Okay. Évidemment, le tag match, comme tu as dit, est excellent, mais j'ai beaucoup aimé le Chamber vu que c'est la première fois qu'on le voyait. Ouais, c'est vrai. Puis le finish était parfait là, pour ce show-là, pour le moment que ça a créé. Fait que je te dirais ça, mais logiquement, là, meilleur côté in-ring, je te dirais que le combat, le tag match était meilleur, mais le tout du Chamber, vu que c'est une nouveauté, puis le finish, je trouve que ça, je le prends comme mon match préféré de la soirée. Là. Parfait. Ben, mon match de la soirée, moi, ça va être le tag team. Je l'ai vanté beaucoup en le faisant, puis avant-après. Puis évidemment, le Chamber était excellent aussi, mais c'est plus mon genre de match, le match de tag team action comme ça. C'est vraiment proche, là. C'est proche, là, pour vrai. C'est tough comparer des matchs de même, parce qu'il y en a un qui c'est un Chamber avec des gros spots, puis il y a 6 gars. L'autre aussi, il y a 6 gars, remarque, là. Mais c'est pas pareil, là. Un Chamber match et un match normal, c'est dur de les noter les deux, mais. Moi, c'est ça. Mais dans ce temps-là, moi, je jouais avec l'émotion. Qu'est-ce qui m'a fait le plus vibrer? Fait que je suis allé avec Tag Team Match. Puis il n'y a pas de mauvais choix parce que la carte est vraiment bonne. Bottom to top, top to bottom. Ouais. Tu vas faire un t-shirt de ça. Ah, je pense que c'est notre premier t-shirt, ça va être ça. Parfait. Ben, avec une quote, en fait. Dommage, on ne peut pas faire un Haribo. Non. Hey, mais dites rapidement, là. J'ai vu l'autre jour, je me suis abonné à la page de Tito Santana sur Facebook. OK. J'ai vu qu'il vendait des wrestling buddies de lui. Je vais peut-être m'en procurer un. Puis j'ai vu aussi qu'il y en avait de Ted DiBiase. Ouais. Arrête de m'envoyer des affaires. Si tu me dis de me désabonner des sites de bonhommes, puis tu m'envoies des bonhommes après, tu sais. Ben oui, mais je veux te le montrer pareil, il est beau. Puis après ça, quand je te dis que j'ai acheté des affaires, tu me dis « Ah, mange la merde. » C'est fatigant. C'est ça. Fait que là, décide de m'emmener. T'es fatigant, mais je peux te montrer des affaires pareilles. D'ailleurs, ce soir, on va être à la petite parenthèse, on va être à la NSPW à Québec, puis on va probablement tourner un autre BTE, version en 2 chaises de métal, exact. Puis on va sûrement arrêter quelque part pour voir s'il n'y a pas des petites affaires, puis j'espère qu'il n'y a pas trop d'affaires. Si quelqu'un de Donnacona nous regarde en ce moment, ou nous écoute, remplissons les étagères, s'il vous plaît. Ils ont-tu des étagères à Donnacona? Okay. Ben là, oui. Okay. M'excuse, Lou. Bref, le pire match. Pire match, pour moi, c'est le match féminin. Donc, parce qu'il y a eu quelques botches, puis le finish est pas très bon. Les autres matchs, ben, au moins, c'était plus organique. Même si le match est très solide. C'est un bon match, pareil. Il y a trop de. Ben, il y a trop. Il y a des petites failles qu'il n'y a pas dans les autres matchs. Fait que c'est pour ça que je choisis ça comme pire match. J'ai choisi le même match que toi. Là. Je trouve pas ça faire de mettre ça n'importe quel autre match de la carte. Là. Fait que non, j'ai le même choix que toi là-dessus. Là, on est rendu au Big One là, parce que la note, c'est souvent ça qui est différent de nous autres. Oui, mais on est proche dernièrement. On est à 0.5 à peu près. Ouais. Je pense que cette note-là, je pense pas que tu vas l'aimer, celle que j'ai. Oh, parfait. Tu commences ou je commence? C'est qui commence? On va commencer, OK? OK. Je donne à Survivor Series 2002 la note de 9.5 sur 10. C'est ça. Raison, le point 5 que j'ai perdu, c'est à cause un peu la fin de Trish puis Victoria. S'il n'y aurait pas eu de fight, puis il y aurait un meilleur finish. Mettons, il n'y aurait pas eu de botch, puis il y aurait un meilleur finish, un meilleur move, ça aurait été un 10. OK. Parfait. Et je vais donner la note à Survivor Series 2002 de 8.5 sur 10. C'est très bon. Moi aussi, le match Trish-Lita m'a. Ben, il était très bon, mais il a perdu beaucoup de points. Ouais. Puis sinon, Brock, Big Show est excellent, mais j'en aurais pris peut-être un petit peu plus d'un match de championnat. Puis le premier match était correct, mais pas assez pour monter ma note autant. Fait que, mais pour le reste,
excellent show. Très le fun à regarder. Allez voir ça. Dans l'ensemble, c'est un show quasiment parfait. Là. J'ai donné 8.5, mais c'est quasiment parfait comme show. Ouais. Oui? Rien. Pourquoi tu fais? OK. Ben, rien. Continue. Tu as-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, alors, je veux savoir si tu suivais. C'est correct, tu as suivi. Oui, je suivais. Pourquoi je suivais pas? Ben, je sais pas. Vas-y. OK. C'est ça. Survivor Series 2002 est terminé. Et mesdames, messieurs, on approche de la fin de l'année. Parce que, oui, il en reste pas beaucoup. Il en reste quoi? 3? 4? 3? Oui, 3. 3 podcasts avant le break des fêtes. Et évidemment, ceux qui vont s'ennuyer, parce que oui, il y en a qui s'ennuient, on va mettre des petits trucs, on va mettre des vidéos, des best-of de l'année, des entrevues que je vais découper. Pour faire le montage, évidemment. Ouais, Puis, et je vais mettre aussi des extraits vidéo et des photos pris dans les shows du Québec par Alfredo Photo, par moi-même vidéo. Donc, des petits trucs qu'on a pris ici et là. Puis, moi aussi, j'ai pris des vidéos. Oui, mais moi, je parle des vidéos vraiment plus professionnelles, dans le sens que... Bon. Non, mais je dis pas... Dans le sens, pas avec un cellulaire, avec une caméra que... C'est drôle, tu dis ça, mais à deux fois, je te montre mon téléphone. Il est pas payé ton téléphone pour vendre des il fait des belles shots, ton téléphone, pour vrai. Ouais, merci. De rien. Fait que c'est ça. Fait que soyez des nôtres pour le reste de l'année, parce que qu'est-ce qu'on a au menu pour le restant de notre année 2022, mon cher TJ? Mais la semaine prochaine, on va arriver avec peut-être une petite surprise, mais aussi notre review de Survivor Series 2022 de cette année. Puis évidemment, on va vous parler aussi bientôt de la finale du tournoi au grand complet pour les meilleures équipes de Survivor Series de l'histoire, voté par vous, les fans dans le jazz de métal. Et aussi, on a évidemment, comme tu dis tantôt, le show de fin d'année avec notre panel qui va être là pour dire leur moment fort de l'année, puis évidemment leur méritas, leur awards. Fait on va faire ça. Puis évidemment aussi, le dernier, mais pas le dernier, mais le dernier que je vais vous parler qui reste à faire, c'est un review de film. Ouais. C'est notre 3e review de film. En fond, on avait fait le premier, c'était You Cannot Kill David Arquette. L'année passée, on a fait No Holds Barred. Et cette année, on fait Ça va brasser, ou en anglais, Ready to Rumble. Ça va être fou, intéressant. On fait ça bientôt, avant la fin de l'année. Et oui, et n'oubliez pas de nous suivre sur les sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, pas Twitch, TikTok, et à l'audio, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts, YouTube en vidéo. Et merci d'être là, merci de nous suivre. Et il nous en manque pas gros pour le 300 abonnés sur YouTube. Fait que faites partager la bonne nouvelle. Et sinon, si vous êtes fan d'horreur et de lutte, suivez le Ring de la Terreur sur la route de l'horreur, le channel. C'est un mix entre la lutte et l'horreur. Et on a eu 2 épisodes, un avec TJ sur l'Undertaker, le premier, et un autre avec Dave, on parle des masques d'horreur dans le monde de la lutte et des maquillages. Et bientôt, on va avoir des invités de marque. Il y en a un que je ne peux pas dire tout de suite parce que ce n'est pas officiel, mais s'il vient au podcast, personnellement, moi, je vais être vraiment excité. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Parfait. Ouais. Fait que sinon, mot de la fin, TJ? Sais-tu quoi? Tu as tellement fait une bonne job aujourd'hui avec la review du Survivor Series 2002, le rétro review, que je te laisse le dernier mot. Tabarouette, moi, j'aime ça, les habitudes de vie. J'aime ça quand ça reste pareil, quand ça reste dans la famille. Fait que, pour Tito, pour les fans dans 2 chaises de métal et pour TJ, allez, bon!